Bonsoir à tous. Donc pour ces 5 à 7 de l'éco-construction un peu particulier, puisque pour une fois nous sommes sur le salon Bipositive. Je vais déjà vous présenter un petit peu le 5 à 7. Bon, j'imagine que vous êtes des habitués, que vous connaissez un peu le principe, mais bon, il faut quand même rappeler qu'il s'agit d'une initiative donc partenariale entre la DDT, Direction départementale des territoires, la CAPEB, la FFB du Rhône, l'ALE et SPUL, ainsi que la CMA et FIBOA, qui se regroupent pour vous proposer 4 fois par an une manifestation où on fait un point sur une technique, sur un sujet d'actualité. Et en l'occurrence aujourd'hui, on va essayer de vous faire toucher du doigt les conséquences de la future réglementation thermique, qui pour l'instant n'a pas de nom et non plus de date apparemment, enfin à ma connaissance, mais vous en saurez plus lorsque les intervenants auront parlé. Juste un petit mot pour vous préciser que les prochaines séances, donc il y aura 3 séances des 5 à 7 de l'éco-construction cette année, en plus de celle-là, avec 3 sujets qui j'espère vous intéresseront également. Le premier sujet sur l'étanchéité des réseaux de ventilation. Le deuxième sujet sur l'actualité en ce qui concerne le photovoltaïque. Et le troisième sujet sur la gestion des déchets de chantier. Pour l'instant, le planning n'est pas encore arrêté, mais vous aurez ça sur notre site en temps voulu. Alors je rappelle également que toujours dans le cadre de ces manifestations, elles sont enregistrées et qu'elles sont à votre disposition, et ce depuis l'origine, sur le site du 5 à 7. Donc pour arriver à notre préoccupation du jour, j'ai en face de moi donc Sabrina Talon qui appartient au CRMA. Alors le CRMA, c'est, je dirais pour simplifier, le réseau scientifique et technique du ministère de l'Environnement. Et à ma droite, donc Thierry Rieser, qui est du bureau d'études Enertech. Donc Sabrina va dans un premier temps nous présenter l'actualité, les principes, je dirais, de cette nouvelle réglementation. Et je vous invite à bien écouter ce qu'elle va vous raconter, parce que je pense que les notions qu'elle va vous présenter vous seront utiles pour comprendre le déroulé de l'exposé de Thierry. Voilà, donc je vous laisse la parole. Merci. Bonjour à tous. Donc voilà, j'ai la lourde tâche d'introduire notamment la présentation de Thierry en vous présentant l'expérimentation qui a été mise en place par les pouvoirs publics et qui a été lancée donc, en novembre 2016 via l'utilisation d'un nouveau référentiel, le référentiel énergie-carbone. Alors, je vous propose le plan suivant pour mon intervention. Un bref rappel sur le contexte, même si je pense que maintenant tout le monde est bien au fait de ce contexte. Ensuite, je vous présenterai en quoi consiste justement cette expérimentation énergie-carbone, qui est basée sur le référentiel énergie-carbone que je détaillerai succinctement, avant d'aborder le label E+C-, lui-même qui utilise le référentiel énergie-carbone, et puis une petite conclusion avant de passer la parole à Thierry. Alors, le contexte. Voilà. On est face à un défi mondial concernant bien évidemment le réchauffement, l'augmentation de la température, mais ce n'est pas le seul défi. Il y a aussi des problèmes de consommation, consommation de ressources énergétiques fossiles, puisque ces ressources sont limitées, des problèmes également de consommation d'eau, des problèmes également de consommation de matériaux qui, eux aussi, peuvent se retrouver limités dans la nature. Et donc, vraiment un important enjeu à prendre en compte tous ces impacts dans tous les secteurs. Et voilà, dans tous les secteurs, bien évidemment, le bâtiment représente une part importante des impacts, d'où l'importance de le prendre en compte et de travailler sur ce bâtiment de demain pour qu'il limite, le secteur du bâtiment limite ses impacts sur l'environnement.
Alors, tout le monde connaît les chiffres clés, les 44-45% de consommation d'énergie finale du secteur du bâtiment, les 25% d'émissions de gaz à effet de serre également du secteur du bâtiment. Bon, tout dépend bien évidemment comment on compte ces consommations et ces émissions. Mais le secteur du bâtiment est aussi responsable de beaucoup d'autres impacts, donc consommation d'eau, production de déchets, contribution également à la formation d'ozone, voilà, et aux pics de pollution, etc. etc. Voilà. D'où, bien évidemment, un secteur clé pour répondre aux défis mondiaux sur les impacts environnementaux. Par ailleurs, la France s'est fixé beaucoup d'objectifs et des objectifs ambitieux pour atteindre et participer à la réduction de ces impacts, notamment via la transition énergétique, la loi de transition énergétique pour la croissance verte. Mais avant, il y avait également eu le Grenelle, avec rappel de la nécessité d'atteindre le facteur 4, bien évidemment, en 2050, et puis des échelons en 2020, en 2030, etc. La stratégie nationale bas carbone également, qui fixe des exigences en termes de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Et pour terminer, des enjeux qu'on s'était fixés, bien évidemment, et au niveau du Grenelle environnement pour le bâtiment, avec le bâtiment à énergie positive à l'horizon 2020, et dans la loi de transition énergétique pour la croissance verte, avec la prise en compte des émissions de gaz à effet de serre à l'horizon 2018, sur le cycle de vie du bâtiment. Donc tout ça fait que dans le contexte actuel, on est vraiment en train de préparer la future réglementation des bâtiments neufs, donc de demain. Alors le contexte du bâtiment, c'est aussi celui-là. Donc des réglementations, des démarches, certifiées ou non, des labels. Voilà, pour les bâtiments neufs, pour les bâtiments existants, on va plutôt sur l'énergie, on va plutôt sur l'environnement, parfois un mix des deux. Ce qui fait que tout ça, c'est voilà, un peu parfois difficile pour s'y retrouver. On ne sait plus vraiment ce qu'il faut faire pour aller vraiment vers le bâtiment performant. Et donc c'est dans ce contexte que le ministère a lancé l'expérimentation énergie carbone, donc en novembre 2016. Alors cette expérimentation énergie carbone, qu'est-ce que c'est ? Alors elle est basée avant tout sur 3 piliers. Donc un premier pilier qui concerne le référentiel, donc ça y est, on a un référentiel, le référentiel énergie carbone, qui est sorti en octobre. Pour accompagner ce référentiel et pour aller plus loin, bien évidemment, il y a la possibilité de valoriser les projets les plus performants, et donc un label. Et puis, pour vraiment expérimenter, pour avoir un retour d'expérience, pour se laisser le temps, capitaliser, tester et savoir ce qui est atteignable d'un point de vue énergétique, d'un point de vue environnemental, un observatoire a été mis en place vraiment pour permettre à tous ceux qui le souhaitent de se préparer progressivement à la future réglementation environnementale des bâtiments neufs. Et puis surtout, pour permettre qu'on participe tous ensemble aux réflexions sur ce qui est atteignable, à quel coût. Voilà. Et donc, comment participer ? La première chose, c'est simplement d'appliquer le référentiel énergie carbone, que l'on soit labellisé ou non, et donc de déposer ensuite le dossier du bâtiment qui aura respecté le référentiel énergie carbone sur le site de l'observatoire. Et donc d'alimenter cet observatoire pour pouvoir ensuite analyser tous les résultats et se dire où on va dans la future réglementation environnementale des bâtiments neufs. Alors, ce référentiel, justement, énergie carbone, il contient 2 parties. Donc, une première partie qui est la méthode de calcul. La méthode de calcul pour déterminer les 2 indicateurs sur lesquels on va travailler et sur lesquels sera certainement basée donc, la future réglementation des bâtiments neufs. Donc, un indicateur énergie, un indicateur carbone. Et donc, le référentiel, dans sa première partie, donne la méthode pour calculer ces 2 indicateurs. La deuxième partie du référentiel, ce sont des niveaux pour permettre donc à tous ceux qui auront utilisé les méthodes de calcul de situer leur bâtiment par rapport donc, à cet indicateur énergétique et à cet indicateur carbone. Voilà. Et voir aussi ce qui est atteignable. Alors, si on s'intéresse à la méthode plus particulièrement, donc le champ d'application du référentiel, c'est des bâtiments neufs et notamment des bâtiments neufs en métropole.
Voilà. Donc, bâtiment neuf RT 2012, des bâtiments neufs à réception, voire en cours de conception, mais ça nécessitera bien évidemment de mettre à jour les calculs qui auront été faits, puisque la méthode est une méthode d'évaluation à réception. Voilà. En ce qui concerne maintenant le périmètre d'évaluation, on va prendre en compte tous les usages énergétiques et plus uniquement les 5 usages RT que l'on pouvait connaître donc, dans la RT 2012 et les RT précédentes. Et surtout, on va aussi appliquer la méthode donc, à tout le périmètre du permis de construire, donc le bâtiment et sa parcelle. Alors, dans la méthode de calcul, on précise également, bien évidemment, que certains éléments sont exclus des calculs, et notamment les déplacements des usagers du bâtiment. Voilà. Donc, si je m'intéresse maintenant plus particulièrement aux indicateurs, donc les 2 nouveaux indicateurs et au principe des règles de calcul, donc il y a tout d'abord un indicateur pour évaluer la performance énergétique. Donc, cet indicateur, il s'appuie sur la RT 2012 et les calculs de la RT 2012, puisque ça, bien évidemment, c'est la base. On respecte la RT 2012 et ensuite, on essaye d'aller plus loin par l'indicateur bilan BEPOS. Et cet indicateur bilan BEPOS, lui, il répond à l'équation suivante. On prend en compte toute l'énergie consommée pendant l'exploitation du bâtiment. Donc, les 5 usages classiques que l'on connaît de la RT, plus tous les autres usages qui n'étaient pas avant calculés dans la RT, donc notamment les usages mobiliers, mais aussi certains usages immobiliers comme l'éclairage des parkings, par exemple. Mais voilà, on ne retient dans ce premier calcul de consommation sur tous les usages que la partie non renouvelable. Et on déduit de cette consommation d'énergie primaire non renouvelable toute l'énergie qui, elle, par contre, est renouvelable et exportée par le bâtiment. Donc c'est le calcul qui est proposé dans le référentiel énergie carbone pour cet indicateur bilan BEPOS. Et puis, il y a d'autres indicateurs qui sont proposés, mais voilà, ça pourra faire l'objet de questions. Je vais passer maintenant rapidement à la partie évaluation de la performance environnementale. Et donc là, le gros changement aussi, c'est qu'on va prendre en compte le bâtiment, mais cette fois-ci sur tout son cycle de vie, et pour réduire ses impacts, notamment les impacts liés aux émissions de gaz à effet de serre. Et donc, pour calculer les nouveaux indicateurs qui concernent donc, les émissions de gaz à effet de serre notamment, la méthode retenue, c'est qu'on prend en compte le cycle de vie complet du bâtiment, avec une période d'étude de référence de 50 ans. Voilà. C'est un choix méthodologique. On se base sur les normes qui existent pour faire de l'analyse de cycle de vie des bâtiments, et notamment la norme NF-EN 15978. On a gardé 4 contributeurs aux impacts environnementaux du bâtiment. Donc, le contributeur produit de construction et équipement, le contributeur consommation d'énergie pendant la phase usage du bâtiment, le contributeur consommation et rejet d'eau pendant la phase usage du bâtiment, et le 4e contributeur chantier, donc tout ce qu'on va consommer et émettre durant le chantier de notre bâtiment neuf. Et donc pour chacun de ces contributeurs, voilà, on a un certain nombre de quantités. Alors, quantité de matériaux, quantité d'énergie consommée, quantité d'eau consommée, quantité d'eau rejetée. Et on va multiplier toutes ces quantités par les données environnementales élémentaires de ces contributeurs. Et notamment, pour les produits de construction et les équipements, c'est là qu'on va retrouver les fameuses fiches de déclaration environnementale et sanitaire quand elles existent. Voilà. Et ensuite, une fois qu'on a fait ce travail pour tous les contributeurs, on fait simplement une addition à l'échelle de l'ouvrage pour avoir les impacts environnementaux sur le cycle complet, sur le cycle de vie complet du bâtiment. Et donc ces nouveaux indicateurs que l'on calcule pour la performance environnementale, ce sont notamment tous les indicateurs environnementaux que l'on connaît classiquement en analyse de cycle de vie, les émissions de gaz à effet de serre, les consommations d'énergie primaire renouvelable, non renouvelable, la formation d'ozone photochimique, l'acidification atmosphérique, etc., etc. Et puis, 2 indicateurs particuliers d'expression des résultats. Donc l'indicateur EGES, donc qui correspond aux émissions de gaz à effet de serre sur l'ensemble du cycle de vie.
et l'indicateur EGES-PCE, qui lui tient compte des émissions de gaz à effet de serre sur le cycle de vie du bâtiment, mais uniquement pour la partie produits de construction et équipement. Voilà, donc je vous ai brossé très rapidement les indicateurs et les principes de calcul de ces indicateurs. Alors, on a vu notamment pour la partie environnementale qu'on avait besoin de données environnementales. Et donc, les données d'entrée sont également précisées dans le référentiel énergie carbone. On va avoir des données conventionnelles, comme on avait classiquement en RT 2012, comme les données météorologiques, par exemple. Des données spécifiques, c'est là qu'interviennent nos fameuses fiches de déclaration environnementale et sanitaire. Et puis, des données génériques, parce que voilà, on est tous en train d'apprendre collectivement, donc il nous manque un certain nombre de données spécifiques, et en l'absence de données spécifiques, ben, on va utiliser des données génériques en attendant que les données spécifiques soient disponibles, et notamment ces données génériques, elles sont disponibles également dans la base de données IGNES, et elles permettent de combler les trous dans la raquette, que ce soit pour les fiches de déclaration environnementale et sanitaire, pour les déclarations environnementales des équipements, les PEP, ou pour certains lots qui sont calculés de manière forfaitaire, puisqu'il y a possibilité de faire des calculs simplifiés. Donc c'était la première partie, la méthode. La deuxième partie du référentiel, les niveaux. Donc pour la partie énergétique, on se retrouve avec 4 niveaux énergétiques qui vont du niveau le plus simple à obtenir, énergie 1, au niveau bien évidemment le plus dur et le plus exigeant, énergie 4. Et donc notre fameux indicateur bilan BPOS, on va le comparer au bilan BPOS max qui lui va être modulé en fonction du niveau que l'on cherche à atteindre. Donc selon la destination du bâtiment, si c'est une maison individuelle, si c'est un logement collectif, un bâtiment de bureau, etc. La zone climatique, l'altitude, la surface, donc des modulations qu'on avait déjà et qu'on utilisait déjà dans la RT 2012. Donc qui sont bien évidemment plus exigeantes. Et puis pour le niveau énergie 4, par contre, il n'y a aucune modulation. On doit atteindre un bilan BPOS qui est inférieur ou égal à 0. Voilà. Donc notre bâtiment doit être vraiment producteur, et je répète, producteur donc d'énergie renouvelable sur les 5 usages, mais également sur les autres usages spécifiques de l'énergie. En ce qui concerne la performance environnementale, donc nos indicateurs relatifs aux émissions de gaz à effet de serre, à l'échelle du bâtiment et plus spécifiquement pour les produits de construction et les équipements. Donc ces deux indicateurs, eux, sont estimés selon 2 niveaux, donc carbone 1 et carbone 2. Carbone 1 étant le moins exigeant, carbone 2 le plus exigeant. Et ces niveaux sont également modulés en fonction de l'usage du bâtiment, en fonction de la zone climatique, de l'altitude, de la surface, des consommations d'énergie du bâtiment et puis de la surface de parking, notamment puisqu'on sait très bien que quand on a besoin d'un parking souterrain, le bâtiment et que voilà, les places de parking sont imposées par un PLU, le bâtiment sera peut-être plus émetteur de gaz à effet de serre que s'il n'y a pas nécessité d'intégrer des parkings. Voilà. Donc j'en ai fini pour le référentiel énergie carbone. Maintenant je passe au label. Donc le label est bien évidemment basé sur le référentiel, donc il utilise la méthode et les niveaux qui sont définis dans le référentiel énergie carbone, et il va permettre de valoriser un certain nombre de projets qui décident d'aller plus loin et d'atteindre un certain niveau sur la partie énergie, un certain niveau sur la partie carbone, puisque ce label, donc, pour l'atteindre, on sera obligé d'atteindre à minima un niveau sur l'énergie et un niveau sur le carbone. Voilà, ce n'est pas un « ou ». Et ce label, donc toujours pour favoriser et valoriser les maîtres d'ouvrage, les maîtres d'œuvre qui veulent aller plus loin, il est délivré par 5 organismes certificateurs qui sont mentionnés sur la diapositive. Alors, pour conclure, est-ce qu'on y voit un peu plus clair dans les labels? Alors, je suis désolée parce qu'en plus, je vous en ai rajouté quelques-uns, notamment le label E+, C-, et puis l'expérimentation énergie carbone. J'ai également assisté cet après-midi au lancement des nouveaux labels Effinergie 2017. Bon, mais il faut vraiment avoir en tête
que voilà, l'idée c'est de ne pas faire disparaître bien évidemment tous ces labels. L'idée c'est plutôt de se dire voilà, qu'est-ce qu'on cherche à obtenir pour notre bâtiment, et puis surtout à partir du moment où on participe à l'expérimentation énergie-carbone, on est vraiment dans le socle des futurs labels. Voilà. D'Efinergy 2017 et puis du nouveau label également BBCA dans sa deuxième version qui est sortie donc en début d'année. Et donc l'idée avec l'expérimentation énergie-carbone, c'est vraiment de permettre à tout le monde de participer, de tester ces nouveaux modes de calcul, ces nouveaux modes de faire, quel que soit le niveau que l'on atteint. Et puis, ce socle énergie-carbone, il est aussi là pour être utilisé par tous les partenaires de l'expérimentation, dont les organismes de certification, dont les associations HQE et Finergy, et donc est utilisé pour aller plus loin dans des labels qui permettent bien évidemment de valoriser tous ceux qui veulent et qui peuvent aller plus loin. Voilà. Donc on aura toujours beaucoup de labels, chacun avec des philosophies et des exigences qui leur sont propres. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que le socle énergie-carbone est vraiment la base, en tout cas, de ces nouveaux labels. Donc le label E+, C-, les nouveaux labels BBCA et les nouveaux labels Efinergy. Voilà. Merci à tous pour votre attention. Et si vous voulez aller plus loin, bien évidemment, le site de l'expérimentation. Alors, je ne doute pas que vous ayez des questions à poser à Sabrina, mais je vous propose de continuer par l'exposé de Thierry et de garder vos questions pour la fin, puisque nous avons réservé une demi-heure aux questions-réponses. Donc, vous aurez tout le loisir de les interroger. Et peut-être éventuellement après, même au cours du cocktail qui va se dérouler par la suite. Donc, la parole est à Thierry. Merci. Voilà, donc merci Sabrina de l'introduction, parce qu'effectivement, ça me permet d'aller un petit peu plus vite sur mon exposé, puisque les grands principes ont été dressés. Là, l'idée, c'est de rentrer un peu plus dans le détail du calcul et puis de voir concrètement des retours d'expérience sur des bâtiments qui sont préfigurateurs de ce label et donc d'une future réglementation. Donc, moi, je suis Thierry Rieser, je suis le nouveau gérant du bureau d'études Enertech, donc, qui fait de la maîtrise d'œuvre, de l'AMO et des campagnes de mesure. Je le dis parce qu'en fait, ces trois activités vont être exprimés dans ce que je vais présenter, c'est-à-dire que les retours d'expérience dont je vais vous parler sont issus de notre activité de maître d'œuvre ou d'AMO ou des campagnes de mesure qu'on a pu réaliser. Donc, mon plan en 4 parties. Donc, les grands axes du label, ils ont déjà été dits, je vais les rebalayer avec mes mots, mais rapidement. Après, on va diviser simplement le label énergie, le côté carbone, et puis après un petit autres aspects qui sont les nouveaux indicateurs que Sabrina n'a pas eu le temps de mentionner dans sa présentation. Donc, on l'a dit, le label énergie carbone alimente cette expérimentation énergie carbone qui est en cours et qui fait d'ailleurs l'objet d'appels à projets régionaux, dont celui de la région Auvergne-Rhône-Alpes a été lancé. Donc l'ADEME régional a lancé cet appel à projet. Donc les maîtres d'ouvrage intéressés peuvent du coup faire certifier leur bâtiment pour participer à l'expérimentation. Donc ces opérations pilotes vont permettre de générer du retour d'expérience qui a pour but éventuellement de modifier, de revoir un petit peu les éléments du label et contribuer à la future réglementation. Voilà. Pour l'instant sans nom et sans échéance précise. Voilà. On parlait de 2018, 2020. Aujourd'hui, il n'y a pas d'horizon forcément figé. Voilà. Donc le périmètre, c'est le même que la RT 2012. On parle que des bâtiments neufs dans ce label. Et c'est aussi bien du logement que du tertiaire. Voilà, avec les mêmes exceptions que dans la RT 2012. Ça ne change pas. Ça a été dit, l'énergie, on regarde maintenant les consommations de tous usages, donc les 5 usages qu'on connaît déjà, plus les autres usages de l'électricité, notamment l'électricité spécifique, qui n'était pas explorée en totalité, et à laquelle on retranche les productions d'énergie renouvelable. Donc tout ça, ça nous fait le bilan BPOS. Les outils de calcul qui sont en face, donc les 5 usages RT, il n'y a pas de changement, c'est la méthode de calcul RT 2012. Les autres usages, la méthodologie est proposée dans le référentiel énergie carbone. Pour l'instant, on a principalement des valeurs de ratio, une valeur fixe, d'autres usages de l'électricité, dont je vais parler un petit peu plus tard.
Voilà. Et au côté carbone, donc on fait de l'analyse de cycle de vie. Donc ça, faut souligner que c'est quand même une grande innovation de ce label par rapport à la réglementation précédente. C'est que voilà, s'intéresser aux autres usages de l'électricité, c'était déjà s'intéresser à la forêt qui était derrière l'arbre des 5 usages. Là, on s'intéresse à une autre forêt qui est l'impact de la construction et une vision globale du cycle de vie du bâtiment. Donc ça, c'est une grande nouveauté qui est vraiment très pertinente sur le plan technique. Aujourd'hui, les bâtiments, ils consomment tellement peu sur les 5 usages qu'il faut absolument s'intéresser à ce qui se passe autour de ces 5 usages. Donc c'est le cas, et ça, il faut vraiment le saluer, c'est une très bonne chose. Ça veut dire aussi qu'en tant que bureau d'études, il va falloir se remettre en question et apprendre un nouveau métier qui est le métier de l'ACV, qui n'est pas forcément évident. Donc l'ACV, on va l'aborder d'une part avec une méthode détaillée, donc avec des logiciels qui sont certifiés. Il y a déjà plusieurs logiciels aujourd'hui qui sont certifiés pour faire le label énergie carbone. Certains lots vont pouvoir être abordés avec une méthode simplifiée, ça c'est précisé dans le référentiel. Et au total, donc, on couvre l'ensemble des produits de construction, l'impact du chantier, etc. Voilà, ça a déjà été dit, mais on s'intéresse bien à l'ensemble du cycle de vie du bâtiment. Voilà pour les grands axes. Si on zoome maintenant sur le côté énergie d'abord, donc les objectifs. Bon, je vais être obligé de projeter une petite formule. Ceux qui font déjà du calcul réglementaire reconnaîtront la formule. Les autres, ne fuyez pas. Le niveau énergie est défini par... Donc on a dit qu'il y avait un bilan BPOS, hein, les plus et les moins sur le bâtiment. Et l'objectif, on le calcule à partir d'une valeur cible, donc une valeur à 50 kWh par mètre carré, qui est modulée par l'ensemble des facteurs de modulation qui sont déjà aujourd'hui dans la RT 2012. Donc la modulation sur le type de bâtiment, sur la surface, sur l'altitude, la zone géographique, etc. Vous noterez que n'apparaît pas ici la modulation sur les énergies renouvelables, puisque on verra après que les taux d'énergie primaire sur les énergies ont évolué par rapport à la RT 2012. Donc il y a ce modulateur qui apparaît pas. Et en dernier, plus AUE-RF, plus autre usage de l'énergie de référence. Donc on a dans l'objectif BPOS, on a les autres usages qui sont présents comme valeur à part. Donc en pratique, si on s'intéresse pour commencer au logement collectif, le bilan c'est 55 modulés. Donc finalement, en l'absence de méthode de calcul spécifique sur les autres usages de l'énergie, on a les AUE-RF d'un côté et dans le bilan BPOS, les AUE qui apparaissent. Tant qu'on n'a pas de méthode de calcul fine sur les AUE, finalement, on a un plus et un plus qui se compensent. C'est presque comme s'ils n'existaient pas, finalement. Pour le niveau énergie 1, 2, 3, c'est comme s'ils n'existaient pas. Ces AUE-RF, ils sont en plus des deux côtés. Donc, finalement, niveau énergie 1, c'est RT 2012 moins 5%, grosso modo. Et si on parle de logement collectif et qu'on se souvient que BBC, à l'origine, c'était 50 kWh par mètre carré, finalement, énergie 1, c'est moins performant que BBC à l'époque. Voilà. Donc, juste pour dire que le niveau d'entrée, le ticket d'entrée pour faire de l'énergie carbone aujourd'hui, il n'est pas élevé. C'est-à-dire que c'est tout à fait à la portée de tout le monde de faire labelliser des bâtiments énergie carbone. Donc, ce qui est intéressant dans ce label, c'est que ces 4 niveaux d'énergie, on verra, qui vont de quelque chose de très accessible à quelque chose de très ambitieux. On a une modulation qui est très forte. Voilà. Au niveau énergie 2, c'est plus 55, c'est 50 qu'il faut viser. Donc, c'est RT 2012 moins 10%. Et le niveau énergie 3, non seulement on va chercher non plus 50 kWh par mètre carré, mais 40, donc il y a un RT 2012 moins 20%, mais en plus, on va retirer une production de référence, c'est-à-dire qu'on va supposer que notre bâtiment doit produire 20 kWh par mètre carré. Ce qui veut dire qu'on fait un bâtiment RT 2012 moins 30%, et en plus qu'il a une production de référence de 20 kWh par mètre carré. Donc on est sur un bâtiment qui commence à être énergie positive parce qu'il commence à produire, voilà, non seulement il est faible consommateur, mais en plus on prévoit qu'il soit producteur d'énergie. Et le niveau énergie 4, c'est le plus simple à décrire dans l'équation, mais c'est aussi le plus dur à atteindre, c'est celui pour lequel le bilan est nul ou négatif, c'est-à-dire que vraiment le bâtiment va exporter de l'énergie sur tous ses usages de consommation. Voilà, c'est le bâtiment à énergie positive, tous usages tel qu'on pouvait le définir.
là, j'ai parlé surtout du logement collectif. Évidemment, ces valeurs-là se déclinent en maisons individuelles, pour les bureaux et pour les autres usages tertiaires. Bon, toutes ces valeurs-là, vous les retrouverez dans le référentiel. Je pense que ce n'est pas la peine qu'on s'apesantisse dessus. Mais voilà, en gros, ce qu'il faut voir dans la slide, c'est que globalement, on a des coefficients de pondération sur l'objectif qui sont progressifs quand on va de énergie 1 à énergie 4, qui lui est 0 pour tout le monde. Je voudrais faire quelques petits zooms thématiques maintenant. J'ai dit que l'énergie primaire, le facteur de correction sur les énergies renouvelables était plus pris en compte dans l'objectif. Effectivement, c'est parce que on retrouve donc au niveau de l'électricité le facteur de 58 qu'on connaît déjà, sur le gaz le facteur 1 qu'on connaît déjà, et sur les réseaux de chaleur, on prend en compte le taux d'énergie renouvelable dans cette conversion de l'énergie finale consommée au compteur à l'énergie primaire, qui est l'énergie qui impacte l'environnement. Hein, donc l'énergie renouvelable est bien déduite de cette consommation d'énergie finale. Et pour la biomasse, le choix a été de compter 0 pour la biomasse. Alors, on verra que ça a des conséquences, que ça nous questionne en tant qu'utilisateurs futurs de la réglementation. Mais le choix est là de valoriser très fortement cette énergie renouvelable en disant que l'énergie primaire est nulle. Donc voilà, donc c'est une bonne chose, c'est une bonne nouvelle pour l'énergie bois, ça va permettre le développement de cette énergie qui est vertueuse. Par contre, ça veut dire que le seul garde-fou pour ne pas trop dégrader l'enveloppe, parce que finalement, si ma chaudière bois elle compte pour 0, bah, c'est pas la peine d'isoler le bâtiment quelque part. Le garde-fou qu'on a aujourd'hui, c'est le BBio, que les bureaux d'études connaissent bien, qui est un indicateur qui est un petit mélange du besoin de chauffage du bâtiment, plus son besoin d'éclairage, etc. Voilà, une petite agglomération de paramètres qui caractérisent l'enveloppe du bâtiment sans ces systèmes. Donc c'est aujourd'hui le seul garde-fou. Au niveau des autres usages de l'énergie, donc ces fameux AUE, les valeurs par défaut apparaissent dans un grand tableau, dont j'ai pris les 3 premières lignes ici. La maison individuelle, on va viser une valeur de 29 kWh par mètre carré d'énergie finale, 27 en collectif et 26 en bureau. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ça? Alors, pareil, désolé, hein, le graphe est un peu technique et je pense que sur l'écran il va apparaître un peu petit, mais vous aurez accès au support en PDF et vous pourrez regarder ça de plus près. Mais ce graphique, il sert à quoi? Je suis allé chercher plusieurs sources. Les autres usages de l'électricité, ils intéressent beaucoup de monde. Il y a des études très bien documentées dessus, j'en ai choisi 2, et plus des campagnes de mesure qu'on a fait à Enertech. Donc la première étude, c'est le bilan prévisionnel de RTE. RTE, le gestionnaire de parc de distribution de l'électricité. Hein. Ils ont leur modèle du parc, et le premier barreau que vous voyez, c'est la description que fait RTE du parc actuel. Et le deuxième barreau, avec la petite flèche verte, c'est le gain que RTE imagine si les bâtiments sont équipés de matériel performant, c'est-à-dire A++ aujourd'hui, au niveau de l'étiquette énergie des frigos, des lave-vaisselle, des lave-linges. Voilà. Donc on voit ici déjà que par rapport aux 27 et 29 qui sont les derniers barreaux du graphique, on voit déjà la position relative du barreau, mais aussi le fait qu'en prééquipant les équipements, on a possibilité de gagner sur les autres usages de l'énergie. La deuxième étude, c'est Use 2030, c'est une approche calculatoire également, basée sur un modèle de stock, c'est-à-dire je regarde chaque année les ventes de frigo, les ventes de lave-vaisselle, etc. Et j'imagine que le nouveau frigo remplace un ancien frigo dans le parc actuel. Et dans ce modèle de stock, on voit donc un point de départ, et on voit surtout la projection en 2030 de comment cette étude imagine le parc avec un renouvellement fort. Donc on imagine beaucoup d'équipements très performants, et on voit là aussi le gain qui est possible grâce à la performance sur les équipements. Ça permet de donner une tendance de fond. Les 4 barreaux suivants, c'est des retours de campagne de mesure. Alors, certains assez récents, d'autres beaucoup plus anciens. Il faut savoir que l'électricité spécifique, c'est un sujet assez compliqué à mesurer et sur lesquels il y aurait sans doute besoin de refaire beaucoup de campagnes de mesure, beaucoup d'études pour bien approfondir le sujet et actualiser ces chiffres. Mais bon, je vous les livre comme tels. On a essayé de regarder les valeurs moyennes sur plusieurs campagnes de mesure dédiées.
les valeurs moyennes d'impact de chaque poste, donc la cuisson, le froid, etc. Et on a agrégé tout ça sur un barreau. Donc ça donne le premier barreau. Et là aussi, la flèche verte, c'est si on remplace ces usages moyens par les bonnes pratiques, les meilleures pratiques du moment, on voit qu'on a un gain qui est également important grâce à ces bonnes pratiques. Les deux barreaux suivants, c'est juste des valeurs moyennes, des valeurs pas moyennes, des valeurs constatées dans des logements, un échantillon de 20 logements appartements dans le premier barreau, 20 maisons individuelles sur le deuxième barreau. Et ce que je voulais vous montrer là-dessus, c'est surtout la barre d'erreur. Entre le min et le max de ces catégories-là, on peut avoir un facteur 10. Et ce facteur 10, il tient à deux choses. Il tient évidemment à du comportement. Les gens n'utilisent pas leur appareil de la même façon. Donc ça, en tant que concepteur, j'ai aucune prise là-dessus. Donc ça, évidemment, ce n'est pas un sujet qu'il faut aborder dans la réglementation. Et par contre, le deuxième facteur, c'est la performance des équipements, encore une fois. Et donc, il y a une partie de cette variation qui est expliquée par la performance. Voilà. Ces graphiques-là, c'est pour indiquer, d'une part, qu'on a besoin de plus d'infos, parce que ces valeurs-là, elles sont assez discordantes entre elles, et elles ne sont pas basées sur des quantités de mesures importantes. Donc, ça vaudrait le coup de les creuser. Et d'autre part, ça sert à illustrer qu'à chaque fois, on a des flèches vertes, et qu'il nous semble que ce serait intéressant que le concepteur puisse moduler cette valeur de consommation en fonction des pratiques qui seront proposées lors de la construction. Troisième zoom, la prise en compte des productions d'énergie renouvelable. Vous retrouvez ce graphique dans le référentiel de calcul. On y voit une courbe qui représente la consommation du bâtiment et puis une jolie courbe en jaune par-dessus qui est la production d'une installation photovoltaïque un jour bien ensoleillé. Et donc, la méthodologie du label nous dit que la partie rouge, qui est donc le croisement des deux courbes, c'est ce que le bâtiment va autoconsommer. Aussitôt produit, aussitôt consommé. D'accord? Donc ça, c'est de l'électricité qui n'est pas tirée du réseau, c'est une consommation évitée. Donc ça, c'est compté comme à 2,58 d'énergie primaire. Ça remplace l'électricité du réseau, 2,58. Ensuite, la partie jaune qui dépasse de la consommation, c'est l'électricité exportée. Et là, le référentiel nous dit les 10 premiers kilowattheures exportés sont valorisés à 2,58. Le législateur imagine que c'est de l'électricité qui va être consommée localement, à l'échelle du quartier, très proche. Et au-delà de 10 kWh par mètre carré exporté, le facteur d'énergie primaire devient 1. C'est-à-dire qu'on suppose, le législateur considère que cette énergie-là est moins vertueuse, puisqu'il va falloir la faire remonter sur le réseau électrique pour pouvoir la distribuer pour un consommateur qui sera plus loin. Donc c'est quelque chose qu'on veut moins encourager quelque part. Voilà. Donc d'où cette décomposition. En pratique, sur un cas réel, si on se projette sur un bâtiment RT 2012 moins 20%, avec 4 étages, 80% de la toiture équipée de capteurs photovoltaïques, eh bien, il va produire 20 kWh par mètre carré d'électricité, donc finale, qui se répartissent sur, c'est un calcul comme un autre, hein, c'est pour les ordres de grandeur, à peu près 9 kWh par mètre carré autoconsommés, les 10 premiers kWh d'énergie exportée et au-delà, encore 1 kWh d'énergie exportée, sur cet exemple-là. Ce qui nous fait, en énergie primaire, 50 kWh d'énergie primaire par mètre carré. D'accord? Et donc ça, est-ce que ça nous permet de faire un bâtiment à énergie positive? Eh ben non, c'est très compliqué, parce que je vous ai dit que les autres usages de l'électricité, ça représente 27 kWh par mètre carré d'électricité. Fois 2,58, ça fait bien plus que 50 kWh par mètre carré. Et j'ai encore pas parlé de chauffage, j'ai encore pas parlé des auxiliaires, j'ai encore pas parlé d'éclairage. D'accord? Donc, un bâtiment R+4 avec une toiture presque couverte de photopiles, ça suffit pas à faire un BPOS, ça suffit pas à faire un bâtiment énergie 4 au niveau du label énergie carbone. Et si on regarde ça de façon un petit peu prospective, hein, pareil, il y a des hypothèses là derrière qu'on pourrait expliciter, mais encore une fois, c'est pour les ordres de grandeur. On s'aperçoit qu'un bâtiment de plein pied, il peut être énergie 4 si sa toiture est couverte de photovoltaïque, puisque finalement sa consommation se limite à un niveau. Un bâtiment R+1, il arrivera aussi, on voit ici avec les différentes nuances de vert, ce qui est autoconsommé, ce qui est les 10 premiers kilowattheures exportés, et le vert le plus clair, c'est exporté au-delà de 10 kWh par mètre carré, donc moins bien valorisé en énergie primaire. On voit que rez-de-chaussée R+1, je sais faire des bâtiments énergie 4.
Par contre, au-delà, à partir de R+2, rien qu'à cause des autres usages de l'électricité qui ne sont pas modulés en l'état, eh ben, je ne sais plus faire un bâtiment énergie 3 en logement collectif avec seulement du photovoltaïque en toiture. Ça veut dire que pour faire du énergie 4, il va falloir aller chercher des choses un peu plus compliquées, comme de la micro-cogénération ou des choses comme ça, ou du photovoltaïque en façade, etc., etc. Donc on voit que c'est un peu compliqué. Si on prend du recul et qu'on regarde 3 opérations, alors là aussi, fuyez pas sur le graphique, désolé, il est un peu petit, vous ne devez pas forcément bien voir, mais donc on a 3 opérations différentes avec 3 barreaux à chaque fois. Ces barreaux, ils cumulent pour les différents postes de consommation, chauffage, eau chaude sanitaire, éclairage auxiliaire et les AUE au-dessus, le gros barreau bleu. Ce qu'on a mesuré quand on a fait la campagne de mesure du bâtiment, donc c'est la réalité, avec dans le premier barreau les coefficients d'énergie primaire physique, c'est-à-dire l'électricité qui vient du réseau, son facteur d'énergie primaire, c'est plutôt 3,20 quelque chose plutôt que 2,58. La réalité physique, c'est ça. Donc, c'est plutôt 3. Le gaz, c'est plutôt 1,1 parce qu'il y a des fuites dans le réseau, etc. Enfin, il y a la production, etc. Bon, bref, les facteurs d'énergie primaire physique. Le deuxième barreau, c'est les mêmes valeurs avec les facteurs d'énergie primaire du label. Donc, 0 pour le bois. Donc, on voit sur le premier exemple, le bâtiment L'Escale, on avait un barreau chauffage, un barreau eau chaude sanitaire qui passe à 0. Donc, c'est le cadeau du label. Le bois, ça compte pour 0. Bon. Voilà. Et le troisième barreau, c'est le calcul réglementaire augmenté des valeurs du label, complété par les AUE du label, mis en relation, mis en regard avec la mesure. Donc on voit que sur le premier exemple, c'est assez cohérent. On a des valeurs qui sont assez proches, même si la décomposition fine est un petit peu différente. Sur le deuxième exemple, par contre, on a une divergence assez importante. On voit notamment que les autres usages de l'électricité sont bien plus importants dans le calcul du label que dans la réalité mesurée, et que par ailleurs, les consommations d'eau chaude sanitaire sont assez divergentes. Voilà, bon, ça permet de se donner des ordres de grandeur. Et sur le troisième exemple, on voit que la divergence est dans l'autre sens, c'est que dans la réalité, ce bâtiment-là, les gens ont été très consommateurs d'électricité spécifique et que le barreau de mesure est bien plus important que le barreau calcul. Voilà. Donc les deux cas existent, les 3 cas existent, soit on est proche, soit on est plus, soit on est moins. Bon. Ce qui est intéressant dans ce graphique aussi, c'est qu'on voit les traits rouges, c'est les différents niveaux qu'il fallait atteindre pour ces bâtiments pour être énergie 1, 2, 3, 4. Donc on voit sur ce graphique que le premier bâtiment, L'Escale, qui d'ailleurs est à Lyon, c'est sur la ZAC de la Confluence, il est énergie 3 grâce à sa chaufferie bois et sans avoir de photovoltaïque dessus. C'est un bâtiment qui n'est pas producteur d'énergie. Simplement, il est passif et il contient de l'énergie bois. Donc on voit qu'on peut faire des bâtiments énergie 3 sur une conception de performance énergétique sans production d'énergie renouvelable. Le deuxième bâtiment, lui, n'est que énergie 2. Et le troisième bâtiment, parce qu'il est dans la Drôme et donc les objectifs sont plus durs à atteindre, eh bien celui-là, il n'aurait pas passé même pas le niveau 1 du label. Donc on voit que ce n'est pas forcément évident de transposer la conception qu'on avait fait à un moment donné d'un bâtiment avec les niveaux d'exigence du label. Par contre, c'est rassurant de se dire quand même que des bâtiments de type passif, et notamment quand ils ont du chauffage bois, peuvent passer le niveau énergie 3 assez facilement. Donc c'est, si la slide veut bien passer, oui voilà, ça explicite quelques hypothèses qui sont dedans. La première, c'est chaufferie bois, eau chaude, solaire bois. Bon, pour parenthèse, le solaire, il ne servait plus à rien dans l'histoire, puisque avec le bois compté à 0, le solaire, c'est comme s'il n'y était pas. Bon, dommage. Et les deux suivants, c'était des pompes à chaleur géothermiques. Voilà. Et voilà, le fait que dans la Drôme, on n'a pas le même coefficient de modulation climatique. Autre exemple, parce que là j'ai parlé que de logement, les 3 exemples c'était du logement. Enertech, on s'est construit des bureaux en bois paille et à énergie positive. Et on a fait le même exercice, les calculs et la mesure avec les coefficients d'énergie primaire conventionnels du label, et comparé au calcul énergie carbone. Et donc là, on voit une grosse divergence aussi. Donc, au niveau du barreau vert, dans le premier calcul, on a tout compté à 2,58. Dans le deuxième calcul, on a compté à 1, ce qui est exporté au-delà des 10 premiers kilowattheures.
Donc on voit déjà cette différence-là. Et aussi au niveau des autres usages de l'électricité, on a conçu un bâtiment très très sobre, y compris sur l'informatique, y compris sur les serveurs, y compris sur l'éclairage. On a travaillé sur tous les usages vraiment. Et on voit qu'on peut faire un barreau bleu qui est comme ça, alors que le label nous prend une valeur d'autre usage qui est comme ça. Voilà. Donc là aussi, il y a à travailler sur ces valeurs-là. Et je pense que ce sera intéressant dans la phase d'expérimentation qui est ouverte, hein, qui va servir à ça, j'imagine. Ce sera intéressant de pouvoir dialoguer sur ces valeurs-là. Au final, ces bureaux-là sont à énergie positive de justesse, alors que de notre point de vue, d'un point de vue physique, ils vont exporter 3 ou 4 fois plus d'énergie qu'ils en consomment. Voilà. Donc on voit à quel point c'est difficile de faire un bâtiment énergie 4. Donc pour conclure sur le volet énergie, à ce stade, hein, on n'a pas encore exploré tous les volets du label et c'est un sujet qui est assez complexe. On peut retenir que le niveau 3 est globalement accessible, et y compris sans ENR. Le niveau 4 devient très difficile dès qu'on a un bâtiment avec beaucoup d'étages. Et on attire l'attention du législateur sur la faille, entre guillemets, du bois compté à 0, de la production ENR comptée à 1 au-delà de 10 kWh par mètre carré, et puis le besoin de travailler sur les AUE pour affiner la méthode. Voilà. On va faire le même exercice sur le volet carbone, si vous avez encore le courage de suivre mes graphiques un peu compliqués. Donc sur le volet carbone, ce petit tableau rappelle donc les différents postes de consommation qui sont pris en compte dans le référentiel au niveau par rapport aux différentes phases du cycle de vie. Donc on a la phase de production des matériaux, la phase de construction, le chantier, la phase d'exploitation, la durée de vie du bâtiment, et la fin de vie où on démolit le bâtiment. Et donc sont pris en compte les valeurs d'impact des cases en vert, donc les produits de construction équipement sur la totalité des phases d'exploitation, les consommations d'énergie évidemment se concentrent sur la phase d'exploitation, le chantier pour la phase de construction, et la consommation d'eau est surtout regardée sur la phase d'exploitation. Donc ça a déjà été dit, la période de référence c'est 50 ans, on s'intéresse à 50 ans de durée de vie du bâtiment et on considère qu'on le démolit à la fin, même si ce n'est pas la réalité dans la vraie vie, c'est l'hypothèse qu'on fait, il fallait bien fixer une valeur, voilà, le législateur a décidé pour 50 ans. Pour mémoire quand même, si on a une production d'énergie renouvelable qui va durer au-delà de ces 50 ans, il y a quand même une prise en compte par anticipation de cet export. Ça permet de mieux amortir, entre guillemets, l'investissement dans une énergie renouvelable au niveau du cycle de vie. Comme dans toutes les ACV, le label permet de s'intéresser à tous les indicateurs d'impact que donne la base de données IGNIS, mais le label s'intéresse plus spécifiquement aux gaz à effet de serre, donc à l'impact climatique. Bon, voilà. Encore une fois, c'est une très bonne chose de faire de l'ACV, c'est déjà suffisamment nouveau pour le secteur du bâtiment. Pour l'instant, on utilise un indicateur, c'est déjà pas mal, et puis on verra plus tard pour les autres indicateurs. Voilà. Et donc, la base de données utilisée, c'est la base IGNIS, donc qui contient ces fameuses FDES, mais aussi, ça a été dit, un DPEP et des données génériques qui s'appellent les MDE-GD. Les objectifs, donc ça a été dit également, il y a deux objectifs. Il y a le bilan EGES, donc sur l'ensemble du cycle de vie, et le bilan EGES-PCE pour uniquement la phase de construction, les produits de construction et équipements. Donc voilà, c'est deux objectifs qui sont distincts. Et ils dépendent de quoi ces objectifs? Ils dépendent de plusieurs paramètres. Donc il y a une valeur de référence, la valeur A que vous voyez là, qui dépend du type de bâtiment, si c'est une maison, si c'est du logement collectif, si c'est du bureau ou si c'est autre chose, un autre tertiaire. Il y a une modulation de l'impact des consommations selon la zone climatique, donc uniquement pour EGES, puisqu'évidemment EGES-PCE ne regarde pas les consommations d'usage. Donc on module selon si on est au nord de la France, au sud de la France, en altitude ou pas, etc. Et puis, une modulation selon les nombres de places de parking qui sont générées. Comme ça a été dit, effectivement, c'est très impactant au niveau bilan carbone de construire des places de parking, notamment quand elles sont souterraines. Et donc, c'était intelligent vraiment de moduler ces niveaux d'objectifs. Sinon, ça devenait très contraignant pour les constructions en zone urbaine où la création de parking est obligatoire et la densité urbaine fait qu'elles sont forcément enterrées, quoi. Donc, ça rendait les projets vraiment très compliqués à sortir s'il n'y avait pas eu cette modulation. Donc ça, c'est plutôt très habile de moduler comme ça l'objectif.
Là aussi, je vais faire quelques zooms thématiques sur les paramètres importants du calcul en carbone. Je voulais qu'on regarde un petit peu l'impact climatique des énergies. Donc, une des énergies sensibles, on va dire, par rapport à cet impact climat, c'est l'électricité. Le législateur avait une fourchette de valeurs entre les différents interlocuteurs avec qui il a pu discuter, qui va de 60 grammes de CO2 par kilowattheure, qui est la valeur totale annuelle du mix électrique français, donc avec beaucoup d'énergie nucléaire qui a peu d'impact climatique, et une valeur sur l'électricité de chauffage par une approche marginale, c'est-à-dire de se dire que quand on construit un bâtiment, il se rajoute au parc existant, donc c'est de l'électricité qu'il faut produire en plus, et de surcroît, c'est de l'électricité qu'il faut produire au moment de la pointe électrique, puisque tous les radiateurs électriques de France ont besoin d'électricité au même moment. Donc dans cette approche, ce qu'on appelle l'approche marginale, du coup, on considère que l'électricité dédiée au chauffage électrique des bâtiments neufs, c'est la pointe, c'est la crête de la pointe de production, c'est-à-dire du coup les énergies de fait en France les plus carbonées, puisque le nucléaire c'est une production de base et que quand on est sur la pointe électrique, on a besoin de toutes les énergies, y compris les plus polluantes au niveau du climat. Donc le législateur, entre les 60 ici et les 600, 700 qu'on voit tout en bas du tableau, le législateur s'est positionné sur une valeur à 210 grammes de CO2 par kilowattheure pour le chauffage. Comme ça ne parle pas forcément. On va le situer sur l'échelle des autres énergies. On voit que le fuel est à 314, que le gaz naturel est à 243. Donc on est sur une électricité pour le chauffage qui est un petit peu en dessous en impact climatique que le gaz naturel. Et si on situe sur ce barreau le bois, l'énergie bois, on voit que selon les différentes types de bois, les différentes sortes de bois et selon comment on les brûle, on a un impact qui varie entre 23 et 77 grammes de CO2 par kilowattheure. Voilà. Donc ça permet de fixer un petit peu les ordres de grandeur quand on va faire notre bilan carbone sur l'ensemble du cycle de vie du bâtiment. Un autre zoom sur l'approche simplifiée. Je vous ai dit qu'on allait calculer à la fois sur une approche détaillée et sur une approche simplifiée. En pratique, tout ce qui est consommation d'eau, on a des valeurs forfaitaires qui sont mises à disposition dans le référentiel. Donc ça nous permet vraiment de simplifier le calcul, ce qui est une bonne chose parce qu'en général, surtout en phase conception, on n'a aucune idée des consommations d'eau qu'on aura pendant le chantier. Même a posteriori, c'est pas toujours évident d'avoir l'info. Au niveau du chantier, pareil, les valeurs sont forfaitaires. Donc, on va dire le chantier, combien de mois il va durer, combien de mois d'utilisation de la grue on va prévoir, etc. Et ça permettra de générer un impact par défaut. Au niveau des consommations d'énergie en phase d'exploitation, évidemment, c'est les valeurs calculées, issues du calcul réglementaire et au usage de l'électricité du label. Et c'est sur les produits de construction et équipement qu'on aura un mélange entre une approche détaillée et une approche forfaitaire possible. Et ça va se jouer sur les différents lots. Donc les lots, disons, architecturaux, on va dire, pour le dire comme ça, VRD, tout ce qui est infrastructure, tout ce qui est seconde œuvre, tout ce qui est ces lots-là, vont être pris en compte par un calcul détaillé. Il va falloir saisir les mètres de cloison, les mètres cubes de béton, etc., etc. Il va falloir avoir toutes ces données-là dans les DPGF. Et on a des valeurs forfaitaires qui sont disponibles sur les lots fluides, donc le lot CVC, plomberie sanitaire, électricité, etc. Ce qui est aussi une très bonne chose, parce que pour avoir fait de la CV sur des bâtiments en allant chercher toutes les longueurs de tuyaux par diamètre, etc., c'est un travail de fourmi, c'est un travail de fou même. Donc c'est très très bien que le législateur mette à notre disposition un ratio parce que ça va vraiment nous simplifier la vie en tant que bureau d'études. Voici un exemple de calcul qu'on a mené. Alors, pas avec la méthode énergie-carbone, on verra que ça a quelques petites conséquences, mais bon, encore une fois, c'est pour fixer les ordres de grandeur. On voit ici, pour un bâtiment collectif de 55 logements qui est construit à Villeurbanne, le dernier barreau, c'est le bâtiment, l'impact de la construction, donc l'équivalent de EGES-PCE, donc, la construction de ce bâtiment sur un scénario RT 2005, tout en béton.
avec du polystyrène, du PVC, enfin tout ce qu'il ne faut pas, quoi, entre guillemets. Et le même bâtiment, la même géométrie, la même architecture pour un bâtiment passif, donc un peu plus d'isolant, du triple vitrage, etc. Toujours en construction béton, donc ça c'est le barreau le plus haut, il y a un peu plus d'isolant, donc forcément il y a un peu plus d'impact. Et puis le tout premier barreau, celui qui est le plus faible, c'est ce même bâtiment avec une construction ossature bois, c'est-à-dire des refends en béton, des dalles bois-béton collaborantes et des façades bois. Et là on voit la réduction d'impact de ce procédé constructif par rapport au procédé constructif béton. Voilà, donc c'est une première illustration. Et par rapport à ces valeurs-là qui se baladent en dessous de 400 kg de CO2 par mètre carré de surface de plancher, on voit les valeurs de référence du label pour ce bâtiment-là, pour cette typologie de bâtiment-là, qui sont plutôt à, j'arrive plus à lire, mais je crois que c'est dans les 800 kg par mètre carré. Donc on voit que sur ce bâtiment, sur cette typologie, les valeurs du référentiel sont assez faciles à atteindre sur l'indicateur EGES-PCE. À prendre avec des pincettes parce qu'on est en train de faire le calcul sur nos bureaux, c'est beaucoup plus difficile d'atteindre cette valeur-là. Donc ça dépend vraiment des typologies et des configurations. Sur un bâtiment collectif de forte hauteur, de relativement forte hauteur, ça semble assez facile d'atteindre ces objectifs. Donc facile à respecter donc pour cette typologie. Maintenant, si on s'intéresse à l'ensemble du cycle de vie, donc le premier barreau gris, c'est la valeur qu'on vient de voir, toujours sur les mêmes 3 scénarios. Au-dessus se rajoute l'impact en rouge du chantier, l'impact de la phase de vie du bâtiment en orange, et puis la fin de vie en bleu, la maintenance en bleu, donc les remplacements d'équipements pendant la durée de vie en bleu, et l'épaisseur du trait au-dessus, c'est la fin de vie du bâtiment. Sur ce bâtiment, évidemment, ce qui choque en premier, c'est que le bâtiment RT 2005 et non passif est beaucoup moins vertueux que les autres. Donc ça, on s'y attendait. C'est-à-dire que le surinvestissement qu'on a mis pour isoler un peu plus le bâtiment, évidemment, se rembourse sur les 50 ans de durée de vie du bâtiment. C'était une évidence, mais c'est bien de le rappeler quand même. Ensuite, ce qu'on voit aussi, c'est que par rapport au niveau d'exigence carbone 1, carbone 2, notre bâtiment en béton, il est carbone 1, mais il n'est pas carbone 2. Et sur cet exemple-là, il n'y a que le bâtiment en construction bois et passif qui arrive à être carbone 2. Donc on voit que sur ce critère EGES, donc sur l'ensemble du cycle de vie, on est sur quelque chose de très exigeant. Pour être carbone 2, il faut vraiment mettre toutes les chances de son côté et donc être sur les procédés constructifs le plus vertueux possible. Donc c'est ce qu'on retient. Le niveau carbone 2 semble nécessiter à la fois une très forte performance énergétique et un travail sur les matériaux. Je voudrais faire encore un zoom. Je vous ai dit qu'il y a des valeurs par défaut qui existent pour certains lots, notamment les lots fluides. Là, c'est comme pour les AUE. Aujourd'hui, c'est une valeur unique. C'est d'ailleurs une valeur qui est volontairement majorante. C'est une valeur volontairement défavorable pour le concepteur. Le but, c'est que le concepteur soit encouragé plutôt à faire un calcul détaillé. Donc ce graphique vise à illustrer cette idée-là. Voilà, je me suis appuyé sur le logiciel Illico, qui est un logiciel qu'on a développé, que Cycloco a développé en partenariat avec Enertech, qui aujourd'hui n'est pas labellisé énergie carbone, hein, voilà, pour information. Hein, mais voilà, ce qui était intéressant dans ce logiciel, c'est qu'on a développé des ratios d'impact par typologie de bâtiments et par typologie d'installation climatique. C'est-à-dire, si je fais de la simple flux en logement collectif, j'ai un impact au mètre carré. Si je fais de la double flux en tertiaire, j'ai un impact au mètre carré. Voilà. Et donc, je me suis amusé à regarder les plus faibles impacts d'un côté pour du logement et les plus forts impacts de l'autre sur du logement. Et alors c'est peut-être un hasard, mais peut-être pas. En tout cas, c'est cohérent avec la valeur du label. La valeur du label correspond bien au plus fort impact. C'est-à-dire en pratique, sur mon exemple, il a fallu mettre à la fois une chaufferie bois, de la double flux, une distribution en acier, un plancher chauffant, etc. Enfin, vraiment le top du top en termes d'émissions climatiques, on va dire. Bon, mais aussi en termes de qualité, en qualité de prestation, par ailleurs. Et puis, on voit par contre qu'on peut faire 7 fois moins impactant en termes de bilan carbone avec une chaufferie gaz, une simple flux et puis des radiateurs. Voilà. Donc, ce qui permet d'introduire l'idée que, là aussi, il sera intéressant pour le concepteur d'aller plus loin que le ratio brut
pour affiner, surtout quand il aura une approche plutôt low-tech, on va dire, de sa conception. Ce tableau, je vais pas le commenter, mais très vite, il vous donne les valeurs à atteindre. Donc vous retrouverez tout ça dans le label, hein, dans la valeur du label. Juste pour rappeler donc qu'il y a une modulation par rapport au nombre de places de parking qui est prise en compte et qui est chiffrée ici. Hein, les 3000 kg de CO2 par place souterraine. Voilà, c'est quelque chose d'important et a priori c'est le bon ordre de grandeur de notre point de vue. Là aussi, nos bâtiments, je ne peux plus m'empêcher d'en parler un petit peu, on vise, donc on a fait une construction qui est en bois paille. L'inertie de toute l'élévation est faite par de la terre crue et non par du béton. Et donc on espère bien être carbone 2, le calcul est en cours, on vous tiendra au courant. Voilà, on a bon espoir d'être niveau carbone 2 avec ce bâtiment. Voilà, donc on a fait un petit peu le tour des principaux volets du label énergie carbone. D'accord, on a encore un petit peu de temps. Bon, voilà, j'aurais fini avant les 20 minutes qui me restent. Mais les autres aspects du label énergie carbone, les deux autres innovations qui sont apportées. La première, c'est un nouvel indicateur qui est l'indicateur RER, recours aux énergies renouvelables. Donc, c'est en fait un ratio de la part d'énergie renouvelable ou de récupération utilisée pour répondre aux besoins énergétiques du bâtiment. Donc en gros, c'est un taux de couverture par les énergies renouvelables du bâtiment. Donc c'est un indicateur qui n'a pas d'objectif chiffré, c'est juste quelque chose qui sera, j'imagine, remonté dans le cadre de l'expérimentation pour, là aussi, constituer une base de données et donner des points de repère aux concepteurs. Qu'est-ce qu'il faut viser finalement pour faire du bâtiment performant, qu'est-ce qu'il faut viser en termes de taux de couverture d'énergie renouvelable. Donc ce premier indicateur est RER. Et puis un nouvel indicateur sur le confort d'été. Vous connaissiez la TIC, la température intérieure de confort, donc qui était une valeur unique, qui était la valeur maximale atteinte par le bâtiment pendant l'été. Donc ça donnait une vision du confort, mais un petit peu partielle, c'est-à-dire que c'est pas la même chose d'atteindre 30 degrés pendant 1 heure seulement sur toute l'année et atteindre 30 degrés pendant 50 heures. Voilà. Donc la TIC ne disait pas ça. Et le problème est résolu avec ce nouvel indicateur qui s'appelle la DIES, et donc qui finalement raisonne non plus en maximum de température, mais bien en température cumulée au-delà d'un certain seuil de confort. Et ce seuil de confort, il n'est pas fixe. Certains référentiels utilisent un indicateur type nombre d'heures au-dessus de 28 degrés, par exemple, valeur fixe. D'accord ? Là, l'idée, c'est de raisonner en confort, disons, adaptatif. C'est-à-dire que plus il fait chaud dehors, plus je tolère qu'il fasse chaud dans le bâtiment. Donc on a cette rampe là qui est sur le graphique, c'est-à-dire que, je ne me souviens plus exactement des chiffres, mais à partir d'une certaine valeur de température extérieure, j'accepte de plus en plus chaud dans mon bâtiment jusqu'à plafonner à une certaine valeur maximale. Et donc je cumule mes heures de dépassement qui sont dans la zone rouge du graphique, je cumule ça et ça fait mon indicateur DIES, nombre d'heures cumulées d'inconfort, et on va transposer ce nombre d'heures d'inconfort sur une échelle de satisfaction. Donc, c'est-à-dire, c'est basé sur des études sociologiques en fait. Le nombre, on a essayé de corréler le nombre d'insatisfaits d'un bâtiment par rapport à un certain nombre d'heures d'inconfort de ce bâtiment. Voilà. L'idée, c'est d'aller finalement vers ce qui intéresse le propriétaire ou l'occupant d'un bâtiment, c'est est-ce que les gens sont contents du confort d'été ou pas, plus qu'une valeur TIC ou DIES ou quoi que ce soit. Voilà. Donc l'idée de cet nouvel indicateur, c'est de tendre vers ça, de se rapprocher d'un indicateur de satisfaction des utilisateurs. Donc voilà, encore une fois, il n'y a pas d'objectif à respecter sur ces valeurs-là, mais c'est des choses qu'on calcule pour information et pour se donner des ordres de grandeur. Et puis un regret quand même, le label aborde plein de nouvelles choses, plein de choses très intéressantes, mais n'aborde pas, en tout cas en l'état, la qualité de l'air. Ce qui est quand même dommage, puisque la qualité de l'air dans les bâtiments, c'est quand même un enjeu de santé publique qui est majeur. On sait que l'air dans les bâtiments est plutôt de moins bonne qualité qu'à l'extérieur des bâtiments.
On sait aussi qu'il y a une interaction forte entre la qualité de la ventilation des bâtiments et la qualité de l'air, la qualité des matériaux et la qualité de l'air. Donc il y a tout un travail à mener sur la question. Aujourd'hui, il n'est pas sur la table dans le cadre du label. C'est dommage. Peut-être que demain, on rajoutera cet aspect. Ou alors, également, dans le cadre des autres labels qui ont été évoqués, qui complètent sans doute l'approche énergie carbone, on pourra faire labelliser des bâtiments sur énergie carbone plus un aspect environnemental, dont la qualité de l'air, ce qui nous semble souhaitable. Voilà pour l'ensemble de ces éléments que je voulais vous présenter. Je rappelle le site de référence sur le label énergie carbone, donc www.bâtiment énergie carbone, et également le lien qui vous permettra de retrouver l'appel à projet de l'ADEME régional sur l'expérimentation bâtiment énergie carbone, et donc qui est ouvert pour sélectionner 20 projets pilotes qui seront donc expérimentateurs et finalement référents sur ce label en cours de construction de retour d'expérience, on va dire. Voilà. Et accompagné, et tout à fait, et accompagné. L'ADEME régionale propose une subvention sur les études liées à l'obtention de ce label énergie carbone. Et donc vous avez jusqu'au 24 avril pour déposer les dossiers. Voilà. Donc nous allons passer à la séance des questions-réponses. Julien Renucci de SPUL. Donc une première question pour Sabrina. Est-ce que vous pourriez expliquer un peu mieux, j'ai pas bien compris, la différence entre le label BBCA et le référentiel E+C-? Alors, voilà. Donc vous souhaitez avoir la différence entre le label BBCA et le référentiel E+C-, c'est ça? Voilà. Je reformulais la question juste pour que tout le monde ait bien entendu. Alors, le label BBCA, dans sa version 2 qui est sortie là en début d'année, se base pour la méthode et pour les niveaux sur le référentiel énergie carbone. Donc E+C-. Voilà. Sauf que pour atteindre le label BBCA, il ne suffit pas d'être énergie 1, carbone 1. Il faut être à minima énergie 1, carbone 2. Voilà, plus d'autres critères que l'association BBCA a ajouté dans son référentiel. Mais les méthodes de calcul, en tout cas pour les niveaux énergétiques et les niveaux carbone, sont ceux du référentiel énergie carbone. Merci, je profite du micro, une question pour Thierry en attendant. Il m'a semblé que dans la présentation sur le contenu énergétique du bois, le contenu CO2 pardon, du bois énergie, il était plus élevé pour la plaquette que pour le granulé, si j'ai bien retenu. Et ça m'étonnait, je voulais avoir une explication là-dessus. Oui, tout à fait. Alors, c'est pas que dans le label. Hein. Effectivement, excuse-moi, la question c'est plus élevé pour la plaquette? Pour la plaquette que pour le granulé. Que pour le granulé. Il m'a semblé. Hein. Oui, tout à fait. Alors, je n'ai pas exactement l'explication pour ce cas précis-là. Effectivement, c'est... effectivement, alors, je pense que la raison qui est derrière ça, il y en a plusieurs. Il y a effectivement produire du granulé, c'est plutôt plus intense en énergie que de produire de la plaquette forestière. D'accord ? Le bois déchiqueté, c'est une grosse déchiqueteuse, alors que le granulé, il faut une extrudeuse. Enfin, déjà, c'est réduit en poussière et c'est extrudé ensuite pour faire du granulé. Donc effectivement, le contenu énergétique n'est pas le même. Par contre, là, on parle de contenu carbone. Hein. Donc, sachant que l'électricité en France est assez peu carbonée, finalement, l'extrudeuse qui a besoin d'électricité, ce n'est pas forcément un impact carbone très important. A priori, ce qui fait cette différence, c'est que les granulés peuvent être consommés plus localement que la plaquette. C'est donc peut-être moins de transport. J'imagine que c'est ça qui est dans l'esprit de la valeur. Je ne sais pas si tu peux... Et peut-être que la déchiqueteuse fonctionne plutôt au fioul qu'à l'électricité. Voilà. C'est peut-être une idée là-dessus. A priori, les sources de ces valeurs-là, ça vient de la base carbone de l'ADEME, dont le lien est sur la diapo en cours. Donc sans doute qu'on trouvera les explications là-dedans. Je n'ai pas la totalité de la réponse. Bonjour, je suis Patrick Stefan Reinert, je suis architecte. Je suis rassuré par cette RT 2020 parce que j'étais très inquiète déjà quand la RT 2012 est venue
Et quand j'ai vu que les bâtiments passifs parfois consommaient plus que les bâtiments simples et BBC, qu'il y avait un parc technologique à construire et que derrière, dans la durée de vie des bâtiments, le résultat n'était pas forcément au rendez-vous. Voilà, donc j'ai entendu tout à l'heure sobriété, j'ai entendu qu'il y a certains aspects carbone et énergie qui vont être un peu plus intelligents. Malgré tout, évidemment, il faut avoir des bons thermiciens et des ingénieurs qui vont, dans les équipes, prendre beaucoup d'honoraires qui ne sera peut-être plus là pour faire une bonne architecture. Je défends le métier d'architecte. Je pose quand même une question. Quand on voit des bâtiments qui résistent dans le temps, plus que 50 ans, et qui sont évidemment au niveau énergétique pas forcément très performants, mais qui sont là, et après 50 ans, qu'on ne les casse pas, et qu'on ne reconstruit pas. Et donc, ce sont des bâtiments, donc si on fait des bonnes rénovations et des bonnes réhabilitations, qui devraient être extrêmement performantes, et qui donne aussi un peu l'espoir que les bâtiments anciens ne sont pas simplement à considérer comme des épaves énergétiques. Voilà, je pense qu'une ouverture de cette nouvelle norme sur les bâtiments existants, au niveau référentiel, que ce ne soit pas le mauvais élève qui doit être dans le coin de la classe, cette perspective, il faudrait l'ouvrir. Ça fera du bon sens. Alors, la perspective, elle est déjà ouverte, en tout cas, puisque certains testent justement, en tout cas, l'analyse de cycle de vie pour les rénovations. Et notamment, l'association HQE a lancé un appel à projet HQE Performance Rénovation, qui est en cours actuellement et dont les résultats devraient être connus dans le courant de l'année ou en fin d'année. Et permettent déjà, en tout cas, de faire quelques tests et d'aller plus loin sur les aspects impact environnementaux des bâtiments sur leur cycle de vie, y compris bâtiments existants que l'on rénove. Voilà. Après, vous dire qu'on va basculer tout de suite de ce référentiel qui est pour les bâtiments neufs à une expérimentation ministérielle, une expérimentation des pouvoirs publics sur un référentiel pour les bâtiments existants, là, je ne peux pas m'engager. On est vraiment, pour l'instant, en train de tester. On est vraiment sur un test. Hein, voilà. On ne parle pas encore de réglementation, y compris pour les niveaux qui sont actuellement fixés dans le référentiel. Ce ne sont pas forcément les niveaux que l'on aura dans une future réglementation. Pour l'instant, on teste et on se prépare. Voilà. Pour les bâtiments neufs. Vous dire qu'on va tout de suite basculer pour les bâtiments existants, voilà, je ne pense pas que ce soit, en tout cas, à l'horizon des années voilà, 2018, 2019, 2020, mais pourquoi pas. Après, on sait de toute façon qu'en général, tout ce qu'on fait sur le neuf, ça entraîne aussi l'existant. Voilà. Donc il se peut aussi que petit à petit, on amorce cette réflexion pour la rénovation et pour l'amélioration de la performance énergétique et environnementale des bâtiments existants. Mais on n'en est pas encore là. Oui, tout à fait. Et je voudrais rebondir aussi sur le premier aspect de votre intervention, monsieur, sur effectivement la première énergie qu'on va dépenser pour faire des bâtiments énergie carbone, c'est de la matière grise en fait. Hein. Effectivement, et c'est de l'énergie, c'est de la matière grise collective. Vraiment, de plus en plus, la co-conception entre architectes et bureaux d'études devient essentielle pour ne pas superposer un bâtiment dessiné, de la complexité pour rajouter de l'isolant partout, rajouter des systèmes compliqués sur un bâtiment dessiné. Mais au contraire, si on arrive dès les premiers traits à être d'accord sur la direction qu'on donne au bâtiment et avoir une cohérence depuis le début, c'est là où on arrive à faire des bâtiments qui sont à la fois performants, simples, parce qu'on sait aussi que dans le bâtiment, malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, c'est en général ce qui est le plus simple qui marche le mieux. Hein. D'où la priorité, et ce que vous disiez sur le passif est très juste, la priorité à faire de l'enveloppe de qualité, y compris de la ventilation de qualité, à mon sens, et après faire plutôt simple, ou en tout cas pas accumuler de la complexité,
sur les modes de chauffage, sur les modes de production d'eau chaude sanitaire. Voilà. Mais effectivement, c'est comme ça qu'on arrive à faire des bâtiments performants en maîtrisant les coûts également. Voilà. Mais c'est vrai que ça pose toutes ces nouvelles normes et la prise en compte de l'ACV, etc., ça va forcément aussi poser des questions sur les répartitions d'honoraires au sein de la maîtrise d'œuvre. Ça, c'est une question, effectivement, qu'on verra en temps utile. Mais effectivement, on sera obligé de se... Mais là, ça, c'est aussi un message au maître d'ouvrage avant tout. J'ai envie de dire, la question, c'est pas entre bureau d'études et architectes. C'est aussi, on est dans un contexte, je me permets de le dire, on est dans un contexte où le marché de la construction a été très tendu depuis 2008, où les honoraires pour l'équipe globale ont globalement franchement diminué, voire radicalement diminué. Ce qui pose vraiment un problème de qualité de conception, de qualité architecturale, de qualité technique, de suivi de chantier et de qualité du bâtiment à la sortie. Voilà. Et moi, j'ai la faiblesse de croire que l'euro investi dans l'intelligence est toujours beaucoup plus productif que l'euro investi dans la construction d'un bâtiment mal conçu quelque part. Voilà. Donc, je pense qu'on se rejoint in fine. Et sur la rénovation, évidemment, le sujet de la présentation, c'était de parler du neuf, parce que le label énergie carbone parle du neuf, mais la priorité, si on veut faire la transition énergétique dans le bâtiment, c'est la rénovation performante du parc ancien. Évidemment, là je suis tout à fait d'accord avec vous. Simplement, ce n'était pas le sujet de la présentation d'aujourd'hui. Bonjour, je suis là. Christine Chancel, bureau d'études thermiques. Donc voilà, après un architecte, un ingénieur, pour rebondir sur vos propos collégiaux. Ma question, c'était juste, on parle beaucoup de période de test, d'expérimentation. Est-ce qu'on attendra ces résultats avant d'enclencher la RT 2020 ou pas? Alors, moi j'ai envie de vous dire oui parce que c'est ce qui a été annoncé et c'est ce qui a été souhaité par les acteurs, notamment au moment du lancement de l'expérimentation énergie carbone en novembre l'année dernière. Les acteurs ont beaucoup insisté là-dessus en disant OK pour une expérimentation, effectivement c'est très bien, mais il faut nous laisser le temps. Et Emmanuelle Cos, qui du coup était présente et a notamment fait la clôture, a bien noté ça. Et c'est pour ça que maintenant, on n'annonce absolument plus de date, en tout cas sur une future réglementation. Alors, je vais juste un tout petit peu insister par contre. On ne parle plus de réglementation thermique, s'il vous plaît. Voilà, justement, puisque on intègre la notion carbone et on parle maintenant de future réglementation énergétique et environnementale. Et c'est tout ce qui fait aussi la richesse de l'expérimentation et de la performance des bâtiments. Voilà, pas de date. Oui, je voudrais abonder dans ce sens-là, puisque j'étais à Energy Meeting il y a 2 semaines à Paris, où effectivement, à la fois M. Pelletier, M. Mogard et la ministre Mme Cos ont effectivement rappelé que, d'une part, que la prochaine réglementation se fera, d'une part, elle se fera sur des bases proches de celles qui sont sur la table aujourd'hui, et que, effectivement, tout le monde convergeait pour dire, globalement, on prendra le temps de bénéficier des retours d'expérience de cette phase d'expérimentation pour, avant donc, d'implémenter vraiment la prochaine réglementation. Donc ça a été dit de façon assez unanime par l'ensemble des intervenants. Et je voulais juste compléter aussi mon propos parce que j'ai très peu abordé ce sujet, mais voilà, il y a toute une notion aussi de retour d'expérience sur les coûts de ces bâtiments qui vont intégrer la méthode, qui vont essayer d'atteindre certains niveaux énergie, carbone de cette expérimentation, qui va être pris en compte justement dans les retours d'expérience. C'est-à-dire que ça fait partie des éléments que l'on va demander à tous ceux qui participent à l'expérimentation, au-delà de leur calcul énergie, au-delà de leur calcul carbone, quels sont les coûts de ces bâtiments, les coûts de la matière grise aussi, pour avoir un retour d'expérience et estimer ce qui est réalisable et acceptable dans une future réglementation performantielle. Alors on avait 2 questions de ce côté, je sais pas, alors juste, tu avais levé la main, Cérex. Oui, bonjour, donc encore une architecte, Nathalie Cinquin. Donc effectivement, moi je suis assez
comment dire, satisfaite d'entendre qu'on intègre enfin l'environnement dans la réflexion, je dirais, de la qualité du bâtiment. Par contre, pendant votre présentation, je me demandais comment on va atteindre le facteur 4 en 2050. Parce qu'en fait, là, on travaille en fait vraiment dans la précision. On est sur, enfin, j'ai l'impression qu'on est dans la recherche de la performance très poussée sur des bâtiments qui sont emblématiques peut-être, qui sont finalement un petit peu marginaux dans la production, dans la consommation énergétique de nos bâtiments. Et du coup, je m'inquiète pendant ce temps que la maison brûle en fait. C'est-à-dire que tout le parc à rénover, on s'en détourne et on n'a aucune réglementation qui nous impose quelque chose de bien qualitatif. Et moi, j'interviens beaucoup en rénovation et j'ai l'impression qu'on n'est pas tellement accompagné pour convaincre les maîtres d'ouvrage, qu'ils soient publics ou privés, pour aller vers des choses qui me semblent quand même de bon sens, qui est d'abord de travailler sur en même temps, je dirais peut-être pas d'abord, mais en même temps de travailler sur le parc existant, parce que on ne peut pas continuer à essayer d'éteindre le petit feu qui est d'un côté, parce que pendant ce temps, on n'aura peut-être pas le temps de tout faire, quoi, voilà. Oui, encore une fois, je peux aller que dans le sens de ce que vous dites, madame. Effectivement, la grosse priorité, c'est un grand plan de rénovation pour lequel, aujourd'hui, comment dire, les initiatives ne manquent pas. Il y a des opérations pilotes qui font de la rénovation facteur 4. Il y a des dispositifs qui visent à massifier la rénovation facteur 4, y compris sur des territoires ici. Ici, il y a des initiatives comme Dorémy, le dispositif Dorémy, qui vise la rénovation à facteur 4 des maisons individuelles. Donc voilà, ces dispositifs existent. Ils s'appuient sur des mécanismes de financement, notamment, qui existent, qui sont compliqués. Ils sont compliqués à mettre en œuvre parce qu'ils sont nombreux, ils ne sont pas sur les mêmes formulaires, etc. Ça nécessiterait un grand choc de simplification, d'une part. Et effectivement, sans doute que pour aller vers le facteur 4 et rencontrer les objectifs climatiques auxquels on a à faire face, on aura besoin d'accélérer le rythme et donc de simplifier la vie et peut-être d'arrêter de subventionner des rénovations qui seraient incomplètes, qui n'iraient pas jusqu'au bout, et vraiment privilégier dans les politiques publiques beaucoup plus clairement la rénovation à facteur 4 dans l'esprit de ce que vous dites. Tout à fait. Voilà. Encore une fois, ce n'est pas vraiment l'objet de la table ronde d'aujourd'hui, donc je ne vais pas trop développer, mais effectivement, je suis d'accord avec vous que la priorité est là. Bonjour, je suis Franck Dess du service prescription de Soprema et j'avais une question, j'étais un peu étonné, on ne fait jamais apparaître l'entretien du bâtiment par exemple, c'est-à-dire un bon produit, un bon bilan carbone et le produit est mal posé et on refait. Et on refait souvent, dans mon cas par exemple l'étanchéité, c'est un des cas les plus courants. Et là le bilan carbone il est extrêmement mauvais quand vous refaites. Et donc l'aspect aussi au niveau de l'appel d'offres des marchés publics par exemple sur la qualité des entreprises. Un très bon produit, un mal posé. Oui, en fait, la prise en compte du renouvellement des équipements est bien comptée dans l'analyse de cycle de vie, hein, c'est-à-dire que chaque produit a une durée de vie conventionnelle. Par exemple, je ne sais pas moi si j'installe, quel exemple je peux prendre, un isolant intérieur qui a une durée de vie de mémoire d'une 30aine d'années. Sur la durée de vie du bâtiment de 50 ans, il est prévu qu'il sera remplacé une fois pendant la durée de vie. Après, ce que vous dites plus précisément sur la qualité de mise en œuvre, là, c'est comme sur l'approche réglementaire, du calcul réglementaire. On est sur un scénario qui est conventionnel, et donc on suppose que le bâtiment marche, on suppose que les produits sont bien mis en œuvre, et donc qu'on a les taux de chute du chantier, mais pas plus, et qu'on ne refait pas systématiquement, parce que ça, c'est pas de l'ordre du réglementaire et c'est pas de l'ordre de ce que les pouvoirs publics peuvent impulser. Après, c'est la qualité du travail de la maîtrise d'œuvre qui doit faire qu'on évite les malfaçons dont vous parlez. Bonjour,
Indoumam du bureau d'études Amstein et Waltert. Et j'avais une question, plutôt deux questions. La première concerne, est-ce qu'on pourrait avoir un bâtiment, par exemple, énergie 4 et carbone 2, sachant que des fois on peut installer des matériaux qui pourraient réduire les consommations énergétiques mais augmenter le bilan carbone. Et la deuxième, je vous laisse d'abord répondre à cette première question. Ben, oui, tout à fait. Hein. Et on a même la prétention d'en avoir fait un. Encore une fois, le calcul est en cours, mais nos bureaux, ils devraient être énergie 4 et carbone 2. Oui, tout à fait. Donc c'est possible. C'est possible a priori quand même dans un certain cadre. Comme je le disais, il y a un gros indicateur sur le nombre d'étages qui fait que ça va être compliqué de faire une tour énergie 4. Enfin, à mon avis, c'est même déjà pas possible à la base. Carbone 2 peut-être, il y a une tour en bois qui est en train de se construire. Hein. Donc peut-être qu'on pourra faire du bâtiment de fort hauteur carbone 2. C'est peut-être même d'ailleurs plus simple de faire un bâtiment pas trop élevé carbone 2. Puisque on a toujours le socle du bâtiment qui est en béton, les fondations, l'infrastructure, la pelleteuse pour creuser tout ça, qui est finalement un ticket d'entrée fixe et qu'on amortit moins bien sur un bâtiment de faible hauteur que quand on construit beaucoup d'étages. C'est d'ailleurs pour ça, je pense, qu'on galère un petit peu en ce moment à calculer le niveau carbone de nos bureaux, puisque c'est un R plus 1,5, on va dire, c'est un R plus 1 et un demi-niveau de sous-sol. Et les demi-niveaux de sous-sol enterrés, semi-enterrés en béton, nous coûtent très cher par rapport à l'élévation qui est tout en ossature bois. Mais voilà, a priori, oui, on peut faire. Voilà, il y aura sans doute un créneau assez central en termes de hauteur de bâtiment qui permettra de faire ça. Mais oui, c'est possible. D'accord, merci. Et la deuxième question, c'était est-ce que c'est obligatoire d'avoir des logiciels labellisés pour faire une analyse de cycle de vie? Est-ce qu'un logiciel libre ne pourrait pas être utilisé, sachant que les matériaux sont issus d'une base de données, je suppose, de l'État? Alors, la base de données IGNES n'est pas la base de l'État, c'est la base de l'association HQE. Par contre, effectivement, il y a une gouvernance partagée entre un certain nombre de ministères, l'IMCC, des certificateurs, le CSTB, l'association HQE, etc., par rapport à cette base de données. Donc ça, c'est une première chose. Après, j'ai envie de répondre en deux temps à votre question. Tout dépend si vous rentrez ou non dans l'expérimentation énergie-carbone. Si vous rentrez dans l'expérimentation énergie-carbone et du coup vous saisissez un projet dans l'observatoire, il faut que les calculs, que ce soit les calculs thermiques ou les calculs d'analyse de cycle de vie, aient été faits avec les logiciels. Alors pour l'instant, en ce qui concerne l'analyse de cycle de vie, on ne parle pas de logiciels labellisés, mais de logiciels évalués et validés. C'est-à-dire que les logiciels qui sont proposés et mentionnés sur le site énergie carbone, sur le site de l'expérimentation, ont été évalués et il a été vérifié qu'ils respectaient les méthodes de calcul du référentiel énergie carbone. Voilà. Donc si vous participez à l'expérimentation, il faut utiliser les logiciels qui ont été évalués, validés d'un point de vue analyse de cycle de vie, tout comme d'un point de vue calcul réglementaire. Par contre, on utilise nécessairement des logiciels qui auront été évalués. Voilà. Maintenant, si vous ne rentrez pas dans l'expérimentation et que vous faites de l'analyse de cycle de vie, c'est aussi une autre manière d'aborder le sujet et qui est également positive. Là, il n'y a aucune obligation. Voilà. Très bien, merci. Désolé, je reprends la parole. Il s'agit de bâtiments verts. Et je n'ai pas entendu du tout, par exemple, le facteur végétal sur le bâtiment dans les approches où j'étais mauvais élève tout à l'heure. Je pense quand même que c'est un facteur qu'il ne faut pas sous-estimer. Le regard sur un espace vert, même si c'est en toiture, rabaisse psychologiquement le ressenti de température à l'intérieur d'une pièce de quelques degrés au niveau confort. C'est des études comme ça qui ont été faites dans d'autres pays. Voilà, ça c'est le premier aspect. Deuxième aspect, c'est une question, est-ce que les zones de protection de patrimoine qui aujourd'hui souvent excluent
la pose de photovoltaïque ne devrait pas être en quelque sorte plus contredire ou contraindre cette pose. Les Grenelles ont fait cet effort par rapport aux toitures végétales, qui ont dit aujourd'hui on ne peut plus refuser une toiture plate si elle est végétalisée. Et donc ça c'était un grand progrès en France, justement pour végétaliser les bâtiments. Donc je pense que la même préférence devrait être donnée pour le photovoltaïque en toiture. Oui, ma question très large, effectivement. Effectivement, dans la liste des oubliés du label, j'aurais pu faire toute une liste sur les transports, sur l'urbanisme, sur les îlots de chaleur, sur les transports doux, sur la mixité sociale dans les îlots. Enfin, voilà, il y a énormément de sujets qui auraient pu être abordés. Aujourd'hui, on est sur un label qui élargit déjà le champ de réglementation. Après, rien n'empêche, encore une fois, d'aller plus loin que le label énergie carbone avec une approche beaucoup plus holistique sur tous les aspects dont vous parlez. Et ça, les référentiels existent en France et à l'étranger pour amener de la qualité à la fois urbaine sur la végétalisation. On aurait pu parler aussi de biodiversité urbaine, etc. Enfin, tous ces sujets-là, effectivement, sont absents du label. L'idée, c'est qu'on est toujours dans l'idée de la progression du périmètre du calcul réglementaire. Donc aujourd'hui, effectivement, de fait, ça reste encore un petit peu un précaré de calculatoire, un peu ingénieur, tout ça. On rajoute la CV qui est pas du champ de la thermique. Donc déjà, on rajoute une nouvelle dimension, mais on n'est pas du tout, sur une approche complète. Et a priori, c'est pas l'objet de la réglementation d'aller aussi loin, en tout cas en l'état. En tout cas, effectivement, dans l'immédiat. Et voilà, je pense que les pouvoirs publics ont aussi parfaitement conscience on va dire peut-être l'exemplarité de certains acteurs, de certains maîtres d'ouvrage, de certains maîtres d'œuvre, de certaines entreprises qui sont déjà allés très loin, qui ont déjà appliqué un certain nombre de labels depuis plusieurs dizaines d'années et qui vont toujours plus loin. Voilà. Maintenant, quand on réfléchit en termes de réglementation, l'important c'est de rassembler tout le monde. La réglementation, c'est la base. Voilà. Et du coup, dans cette première étape de test et de préparation d'une future réglementation, l'idée c'est vraiment d'amener progressivement tout le monde à penser le bâtiment différemment, à faire des calculs différemment. Alors que sur certains sujets, on est d'accord, mais voilà, c'est une première étape. Et concernant maintenant le photovoltaïque, moi j'avais plutôt envie de vous dire que le bâtiment performant de demain, c'est pas nécessairement un bâtiment avec des panneaux solaires photovoltaïques. Voilà. Et du coup, pour moi, la question des panneaux solaires photovoltaïques en toiture n'est pas nécessairement le sujet du bâtiment performant de demain. Il faut que ce soit pris en compte, bien évidemment, mais on peut faire un bâtiment performant sans nécessairement mettre de panneaux solaires photovoltaïques. On l'a vu dans certains exemples. Voilà. Un bâtiment performant, c'est peut-être aussi un bâtiment qui est un compromis entre les niveaux énergétiques, les niveaux carbone, et puis d'autres aspects, les aspects sanitaires, les aspects biodiversité, comme on l'a abordé. Et puis surtout, c'est un bâtiment peut-être qui sera sur un territoire où les énergies renouvelables seront mutualisées, et donc pas nécessairement sur ce bâtiment. Et en tout cas, pour l'atteinte du niveau énergie 4, uniquement à l'échelle du bâtiment, on l'a vu, ce sera très très dur. Parce que c'est vraiment pas l'objet, en tout cas, du référentiel, de barder l'intégralité des bâtiments neufs de panneaux solaires photovoltaïques pour qu'ils soient tous énergie 4. Voilà. Et donc, on est plus dans la mutualisation, dans le territoire et dans les échanges entre bâtiments sur un territoire. Je me permets de te rajouter un petit truc, c'est que du coup, ça nous amène du coup à la notion de quartier à énergie positive qui dépasse la notion de bâtiment à énergie positive. Et dans ce cas-là, on peut mettre dans le pot commun des ombrières photovoltaïques sur des parkings extérieurs ou des choses comme ça qui seront mutualisées à l'échelle d'un quartier et non plus d'un bâtiment. Et ça, d'ailleurs, en termes de philosophie,
moi, ça m'invite à questionner dans le label la valeur des 10 kWh exportés. Est-ce que cette valeur-là ne devrait pas être modulée selon le contexte urbain? Finalement, se dire que la production exportée, si je suis en plein milieu de Lyon, je suis absolument sûr qu'elle sera consommée localement et qu'il n'y a rien qui sortira du poste de transformation lyonnais, hein, enfin des postes de transformation de Lyon, alors que si je suis à Pont-de-Barret ou à Féline-sur-Rimantoul, évidemment, tout ce que je vais produire dans mes bâtiments, hein, on a 9 kW d'abonnement rentrant, on a 24 kW d'abonnement sortant, effectivement, ce sera consommé sur les 600 habitants de Pont-de-Barret. D'accord? Mais s'il y avait d'autres bâtiments comme le nôtre à Pont-de-Barret, on ferait remonter de l'électricité sur le réseau. Donc il y a une notion de contexte qui est intrinsèquement liée à cette valeur seuil de 10 kWh par mètre carré. Et il nous semble qu'une logique quartier à énergie positive permettrait d'avoir une vision plus globale de ce phénomène-là. Donc je reprends la parole ici. Donc j'imagine ici des praticiens chevronnés, hein, comme vous l'êtes, ou comme il y en a dans la salle, savent construire des bâtiments énergie 4, carbone 2, des bâtiments en bois, des bâtiments en paille, des bâtiments low-tech, etc. Maintenant, cette expérimentation va vous inviter à prouver qu'ils le sont vraiment. Combien de temps il faut, à peu près, pour des praticiens chevronnés comme vous, de temps de travail, de bureau d'études, pour aller prouver que ces bâtiments dont on sait par la pratique depuis pas mal de temps qui correspondent aux objectifs qu'on veut atteindre, combien de temps faut-il? Ah, c'est une question piège. En gros, j'ai envie de remonter un petit cran en arrière avant de répondre à la question. Pour nos bureaux, on a essayé de faire un bâtiment sans chauffage. Et je voudrais dire un truc, c'est qu'un bâtiment sans chauffage, c'est pas un bâtiment sans bureau d'études. Un bâtiment sans chauffage, on n'a jamais autant calculé ce bâtiment que voilà, le temps qu'on n'a pas passé à calculer des tuyaux, des pompes, des machins, on l'a largement passé à faire de la simulation thermique dynamique pour essayer de faire fonctionner notre bâtiment. Donc ça, c'est une petite parenthèse en introduction. Et après, pour labelliser ce bâtiment, avec ou sans la prise en main des nouveaux outils? Non, justement, avec cette prise en main qui aujourd'hui, bien entendu, tu ne peux pas savoir après le temps que tu gagnes. Voilà, mais pour l'instant, la tendance, c'est qu'on est en train de passer 2 semaines hommes à faire ce qu'il faut pour remplir les cases du label. En partant d'un calcul RT 2012 qui tournait déjà. Mais il y a une grosse part de ça qui est de la prise en main des outils qui sont tout beaux, tout neufs, hein, puisque pour certains, ils ont été labellisés très récemment. Enfin, labellisés, pardon. C'est quoi le terme exact? Évalués, voilà. Évalués et validés pour l'application du label. Voilà. Et peut-être pour compléter la réponse, j'ai envie de dire que ça dépend aussi de la manière dont l'équipe travaille, les bureaux d'études avec le maître d'œuvre, voilà, bien évidemment. Et puis, ça dépend aussi à quelle phase on fait ce travail et ça dépend aussi de quelles données on bénéficie. Voilà. Parce que, les outils sont ce qu'ils sont, mais pour tourner, ils ont besoin de données et parfois, voilà, il y a des données qui sont extrêmement difficiles à récupérer et c'est ça qui est très consommateur en temps plutôt que l'utilisation même de l'outil. Voilà, on parlait de métré, on parlait de DPGF à un moment donné lors de l'intervention. Voilà, si les données ne sont pas précises ou s'il faut les retrouver, les recalculer, mais c'est ça qui va prendre du temps. Voilà. Donc voilà, j'ai envie de dire un projet où on aura tous bien travaillé ensemble et on aura facilement accès aux données. Et un projet où le bureau d'études qui va faire soit le calcul thermique, soit l'analyse de cycle de vie, soit les deux, va devoir tout récupérer et tout recalculer lui-même. Effectivement, les temps peuvent être multipliés, j'ai envie de dire, par 10. Ah oui, tout à fait. Oui, merci d'évoquer ce volet-là, parce qu'effectivement, les 2 semaines hommes, c'est un bâtiment réalisé, dont l'exécution, dont la mission d'exé avait été confiée à la maîtrise d'œuvre. Donc ça veut dire qu'on avait des DPGF complétés avec des valeurs fiables sur lesquelles on a pu s'appuyer pour faire nos calculs, donc, notamment pour faire la CV. Donc effectivement, c'est dans ce contexte. Oui, bonjour, Fabien Brisson. Dans l'architecture, le paysage et l'urbanisme. Une question un peu peut-être marginale, mais de grande échelle. Vous parliez tout à l'heure de limitation, enfin
je dirais, d'imbrication des concepts de hauteur du bâtiment avec la possibilité d'atteindre certaines performances. Vous avez eu des données morphologiques qui étaient assez efficaces pour nous faire comprendre certains concepts. Dans un contexte où aussi au niveau de l'environnement, on essaie de préserver les terres, les territoires, de ne pas avoir trop de mitage du territoire. On parle de plus en plus d'urbanisation active. Même en France, sur le territoire national, on voit bien que des agglomérations comme Lyon, Toulouse ou Marseille sont confrontées à des limitations de cet ordre-là. Même on a des schémas de cohérence territoriale qui cadrent ces choses-là pour avoir des secteurs de croissance denses, avec du logement notamment, dans des programmes neufs, donc avec une notion de verticalisation assez importante, croisée avec le problème de l'économie du sol en centre urbain dense du fait des phénomènes de réchauffement en période estivale, nocturne et même de réchauffement globaux. Est-ce qu'il y a, ma question maintenant introduite, est-ce qu'il y a dans cette période d'observation et de test également une approche pour vérifier les éventuels effets pervers et indirects de cette réglementation énergie-environnement sur la morphologie urbaine que ça pourrait amener, et même subsidiaire, là je vais peut-être un peu loin, est-ce qu'il n'y aurait pas des clashs avec certains PLU qui sont étudiés pour, à un autre bout de la chaîne, faire certaines morphologies urbaines et cette réglementation? Voilà. Je vais apporter un premier élément de réponse. Oui. Je ne sais pas si c'était clair quand j'en ai parlé, mais évidemment, moi, je ne suis pas favorable à faire des bâtiments de plein pied. Enfin, bien au contraire, et je suis tout à fait d'accord avec vous que la terre, notamment la terre agricole, est précieuse et qu'il y en a tout intérêt à faire élever les bâtiments. Justement, l'objet de ma remarque, c'était de dire attention, là il y a effectivement un biais et un risque de dérive. Si tout le monde veut faire absolument des bâtiments énergie 4, on aura du mal à le faire sur des bâtiments qui ont une certaine hauteur. Ou alors, en tout cas, pas avec du photovoltaïque. Mais encore une fois, c'est vrai aussi qu'on peut faire de l'énergie renouvelable avec de la micro-cogé locale. Enfin, on peut faire d'autres choses. Donc, on y arrivera par d'autres moyens. Donc, tout ça pour dire que oui, l'effet, la tendance de dire pour faire énergie 4, il ne faut pas être trop haut, et ben, c'est contraire à ce qu'on veut en termes d'urbanisme. Donc, effectivement, ça fait partie des retours qu'il faut porter au niveau de l'expérimentation. Donc voilà, on commence à le faire ce soir, on en discute, et effectivement c'est des sujets qu'on portera dans le cadre de l'expérimentation pour les faire remonter. Et s'il y a d'autres aspects qui arrivent dans votre pratique en tant qu'architecte urbaniste, n'hésitez pas à les faire remonter, parce qu'effectivement ce sera précieux pour contribuer à une vision plus globale du label et de ses conséquences. Bonsoir, Michel Aslanides, bureau d'études Soberco à Lyon. Je prends la parole parce que j'ai été assez sensible à un aspect très précis dans votre présentation, notamment sur l'usage du bois, qui permettait pour un bâtiment qui ne produisait pas d'énergie d'atteindre le niveau énergie 3. Et c'est vrai que depuis quelques semaines que je me plonge dans ces nouvelles orientations pour la future réglementation, non plus thermique mais environnementale. Ça me pose question parce que du coup je me dis que face à des maîtres d'ouvrage qui ont envie de satisfaire des exigences, leur tenir un discours qui leur fait dire si vous utilisez du bois, vous pouvez atteindre un niveau énergétique un niveau 3 sans produire, moi ça me pose problème dans le sens où on voit bien que les besoins qui vont d'ailleurs être pris en compte dans la future réglementation, ces fameux besoins qui ne sont pas du tout pris dans la réglementation actuelle, non réglementaire, sont bien des besoins liés à la nécessité d'utiliser de l'électricité. Et donc, quelque part, il y a une attente locale dans les différents projets qui se mettent en place dans des quartiers neufs, d'avoir à produire localement de l'électricité. Donc moi, je suis un petit peu face à des maîtres d'ouvrage ennuyés, parce que si je leur présente ces nouvelles orientations, on est un peu partagé entre l'idée, est-ce qu'on doit fixer des objectifs, vu qu'il n'y a pas de réglementation claire. Si on veut faire mieux que l'RT 2012, est-ce qu'il faut se dire, j'atteins un niveau énergie 3, mais on voit aussi que le niveau énergie 3 ne dit pas spécialement, il faut produire par panneau. Bref, on a quelque part
un discours à tenir sur des niveaux qui sont finalement assez flous, puisqu'il n'y a pas de nouvelles réglementations. Et puis également, moi je souhaite quand même qu'un site puisse prendre de l'autonomie, une certaine autonomie énergétique, et donc pour ça, avoir un niveau de production local qui se mette en place au fil du temps, avec un moyen comme un autre, panneau PV ou pas, micro-cogé ou pas, mais en tout cas qu'on aille dans la direction d'une production électrique. Est-ce que ça vous paraît avoir du sens ? Moi déjà, comme premier élément de réponse, ce que je voulais dire, c'est que ce qui a été présenté, ce sont des exemples de bâtiments. Je pense qu'il ne faut pas non plus généraliser. Il ne faut pas généraliser en se disant, bah, voilà, on arrive à atteindre de l'énergie 3 avec un bâtiment sans prendre en compte d'autres types d'énergie renouvelable que le bois. Voilà. C'était vrai dans un cas, dans un lieu, en fonction d'un usage. En fonction voilà, d'une manière de construire, de concevoir, ce ne sera pas vrai partout. Voilà. Donc ça, c'est déjà un premier élément de réponse. Après, ce que j'ai envie de dire aussi, c'est que... Alors, je n'ai pas nécessairement le même retour d'expérience, mais pour moi, en tout cas, les bâtiments énergie 3, j'en ai pas vu beaucoup, effectivement, atteindre ce niveau sans une production locale. Et sans un début d'exportation d'énergie renouvelable. Voilà. Le comptage du bois à zéro, c'est quand même un critère énorme pour justement... Enfin, c'est un paramètre initial très fort pour justement qui valorise le bâtiment qui se chauffe au bois, quoi. Oui, tout à fait. Bah, moi la conséquence de ça que je trouve dangereuse, c'est finalement la tentation d'abaisser la qualité de l'enveloppe, au-delà du fait, ce que vous dites, de ne pas équiper le bâtiment d'une production photovoltaïque. À la limite, la production photovoltaïque, ça peut être un sujet complètement à part, quelque part. Parce que pour un certain nombre de mètres d'ouvrage, on peut toujours réaliser un tiers investissement sur la toiture photovoltaïque. Elle est rentable en elle-même. Donc, à la limite, si le maître d'ouvrage n'a pas envie de la porter, on peut lui proposer de la laisser porter par quelqu'un d'autre et de la réaliser. Et pour le bâtiment, le résultat sera le même. Donc ça, à la limite, c'est presque une question séparable de la conception du bâtiment qui est en dessous. Bon, modulo, la forme de la toiture, etc. Bon. Mais du coup, moi, ce qui m'inquiétait plus, c'était la conséquence sur la qualité de l'enveloppe. Est-ce comme on arrive à forcer une qualité d'enveloppe minimale, même si on utilise du bois. Et là, la réponse actuelle, qui est simplement l'application du B-Bio, elle me semble insuffisante, parce que le B-Bio mélange trop de choses et fait des hypothèses. Enfin, le B-Bio, il est calculé hors équipement fluide, c'est-à-dire y compris hors ventilation. Donc l'hypothèse du B-Bio, c'est je remplace la ventilation du projet par une ventilation double flux à 50% d'efficacité. Un partout, la balle au centre, je suis à mi-chemin entre de la double flux et de la simple flux. Et donc ça veut dire que finalement, si je fais du bois, je serai dans l'incapacité de convaincre mon maître d'ouvrage de faire une double flux, alors que je suis intrinsèquement convaincu que c'est un très bon outil pour faire à la fois de la performance énergétique et de la qualité de l'air intérieur. Ce que j'ai oublié par ailleurs. Voilà. Mais donc, en tant que concepteur, j'ai plus les outils de défendre ça. Et moi, ma réflexion, c'est que plutôt que d'appuyer un garde-fou basé sur le B-Bio, plutôt on pourrait s'inspirer du Passive House allemand et donner de toute façon une valeur minimale, enfin maximale plutôt, de performance en besoin de chauffage. C'est-à-dire, sorti de la chaudière, le bâtiment ne doit pas consommer plus que tant de kilowattheures d'énergie finale, sortie chaudière, quelle que soit l'énergie que j'utilise avant. Et ça, pourquoi ça se justifie cette approche-là? Parce que finalement, quand on prend du recul sur la vie d'un bâtiment, au-delà de la structure qui est vraiment représentative de la durée de vie du bâtiment, un bâtiment qu'on détruit, c'est quand sa structure est endommagée, le deuxième élément le plus pérenne, c'est l'isolation. La qualité d'isolation d'un bâtiment, c'est la deuxième chose la plus pérenne après la structure. Et une chaudière, ça se change beaucoup plus fréquemment qu'une isolation de bâtiment. D'accord ? Donc finalement, un bâtiment que je construis aujourd'hui au gaz, je peux espérer que demain, la chaufferie gaz soit remplacée par une chaufferie à granulés. C'est pas impossible. Alors que de se dire que ce bâtiment qui a été construit aujourd'hui
on va renforcer son isolation demain. Avec quel temps de retour sur investissement, avec quel... Enfin, ça ne me paraît pas du tout possible. Voilà. Donc, encore une fois, priorité à faire des enveloppes performantes. Ça me semble vraiment la logique de conception des bâtiments qu'il faut privilégier. Et dans cette logique-là, le garde-fou, ou la valeur cible en besoin de chauffage me semble la plus adaptée. Donc voilà, c'est ce que j'ai l'intention de suggérer et de porter comme position. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on prenne éventuellement une dernière question, et puis après, s'il y a encore des questions, on pourra les poser. On va se déplacer de quelques dizaines de mètres, puisqu'on a la chance d'avoir un des 7 partenaires des 5 à 7 de l'éco-construction qui est un stand juste à côté, la CAPEB, donc on ira faire un petit cocktail. Et si nos intervenants peuvent rester qu'un petit moment avec nous, du coup, ça sera l'occasion de pouvoir poursuivre les discussions dans un cadre un peu plus informel. Est-ce qu'il y en avait une dernière? Eh bien, ça sera donc la conclusion, du coup, puisque le cocktail est prêt, on a juste à se déplacer de quelques mètres. Comme vous l'a dit Jean-Marie tout à l'heure, les présentations seront visibles sur le site internet des 5 à 7 de l'éco-construction d'ici à peu près une semaine. Puis on poursuit. Alors, dans les choses à savoir, on a jusqu'à 19h30, puisque le salon théoriquement ferme à 18h, il nous laisse une marge jusqu'à 19h30, notamment pour les gens qui auraient des vestiaires ou qui souhaiteraient récupérer éventuellement un véhicule. Donc voilà, à partir de 19h30, on se déplacera en direction de la sortie. Voilà. En tout cas, merci à vous d'être venus et à très bientôt.